Salut à tous, c'est Keops du collectif Keep on Dream, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Keep on Talk, le podcast qui reçoit des professionnels du manga. Juste avant de vous laisser découvrir notre super invité, un petit mot pour vous dire que si vous aimez nos épisodes, partagez-les sur les réseaux sociaux, ça va beaucoup nous aider. Et d'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez participer à l'enregistrement des épisodes et poser vos questions à nos invités en nous rejoignant sur Twitch. Pour en savoir plus sur notre collectif, rendez-vous sur le site keepondream.wordpress.com. Sur ce, je ne vous retiens pas plus longtemps et je vous souhaite un très bon épisode. Dans ce 5e épisode, on reçoit Z qui publie son tout premier manga, Space Punch, chez Ankama Éditions. Salut Z, normalement t'es en direct. Salut tout le monde. Ma première question et pas des moindres, comment ça va ? Bah écoute, ça va super, merci. Merci pour l'invitation. Bah, pas de soucis, c'est vraiment un plaisir que tu sois là, que tu aies accepté surtout. Du coup, on va commencer par parler de ce trailer qui est franchement magnifique. Il fait déjà presque 5000 vues là sur YouTube et j'ai vu dans les commentaires, il y a vraiment beaucoup de personnes qui commentent et qui veulent lire le manga. Est-ce que tu as vu un peu la préparation ? Est-ce que tu as assisté à la préparation du trailer ? Est-ce que tu as travaillé dessus aussi un petit peu ? Et comment tu l'as perçu une fois qu'il est sorti ? Alors le trailer, j'ai rien fait du tout dessus. Je savais qu'il y avait un trailer, je savais a priori que c'était pas de la vraie animation, enfin que c'était à partir des pages du manga. Mais non, j'ai rien fait dessus, j'ai pas participé au brief ou au storytelling qu'il y aurait. Non, vraiment, j'ai découvert le produit fini quelques jours avant tout le monde. Je l'ai découvert 2-3 jours avant et j'étais très agréablement surpris. Je le trouvais hyper cool pour ce genre de trailer où ça n'a pas toujours des rendus très stylés, quoi. Quand tu sais, on prend des dessins aplatis, on fait des translations, des machins, des torsions, c'est pas hyper ouf, mais là, le gars qui a animé, franchement, il a su donner une sorte de plus-value. Franchement, il y a un super rendu, c'est assez ambitieux même. Il a fait un choix intelligent des combinaisons de cases. Il a combiné des cases qui, en termes d'animation, faisaient un enchaînement intéressant. C'était pas forcément des cases qui se suivaient. Et ouais, la musique aussi qui est super bien faite. Donc ça, c'est fait par les équipes musique d'Ankama. Et non, génial. Et puis même le plan final avec le coup de poing qui arrive et qui casse un peu avec le titre qui débarque et qui casse l'écran, c'était hyper stylé. En plus avec la musique, franchement c'était top. Enfin, c'était le truc que j'imaginais forcément, ou que même n'importe qui aurait posté sur le trailer aurait fait ça, quoi. Mais non, franchement, hyper bonne surprise. J'étais très content du trailer, voilà. Et oui, j'étais content de voir que ça plaise à autant de monde. Ouais, c'est clair, il y a limite un rendu 3D qui est réussi en fait, comme tu disais sur des cases en fait, cases prises comme ça directement du manga. Donc franchement, ouais, c'est très fort, c'est très très fort. Est-ce que du coup toi, comme tu disais, t'as pas participé au trailer, mais est-ce que t'es un peu au courant de ce qui se joue derrière au niveau de la communication ? Est-ce qu'on doit s'attendre à d'autres choses pour Space Punch ? Là, il n'y a pas eu toute la com encore. Bon, déjà, il y a eu une sorte de concours. Alors, c'est pas un concours classique, like, RT, etc. Ce qui fait que du coup, il y a peu de gens qui sont au courant. Je pense qu'il faudrait que je repartage le concours. Mais en fait, c'est un mini-jeu auquel faut participer. Alors, soit sur PC, soit sur téléphone. Donc, c'est sur un site où c'est un jeu de tap-tap. En gros, tu rentres tes coordonnées au début. Puis tu participes au jeu, donc c'est un jeu de tap-tap où tu dois toucher des trucs, tu as des points bonus, des points malus, il faut toucher un maximum de points en 30 secondes. Tu as des scores, tu vois, tu as un classement aussi. Et en fait, participer, ça donne accès à un tirage au sort pour gagner un tome et un shikishi. Et il y en a 30 comme ça. Donc ça, c'est chouette, ça rajoute un côté ludique un peu, même si comme il n'y a pas le délire du partage, les gens sont pas trop au courant, donc faut que je repartage ça. Mais sinon, il y aura d'autres trucs. Il y aura des vidéos promo, normalement, avec la Fnac. Il y aura une vidéo promo Space Punch peut-être. Je sais pas si ça a été fait déjà, ou alors ça va être en cours, sûrement le mois de juin. Et sinon, je crois que c'est à partir d'aujourd'hui, jusqu'au 15, je crois que c'est ça, il y a des affiches Space Punch dans le métro, sur les quais de Paris, un peu partout. Alors, c'est pas une affiche géante qui prend tout le truc,
C'est sur des affiches multiples un peu, genre où t'as les pièces de théâtre, les machins, les bidules. Il y a un espace quand même, il y a une affiche de 1,20 m sur 1,20 m, un truc comme ça. Donc c'est pas rikiki non plus. Sur ouais, un peu partout dans le métro parisien, sur 80 spots, un truc comme ça. D'ailleurs, peut-être j'en parlerai ouais, sur Insta en story, je dirais les gens, les Parisiens qui se baladent, s'ils voient une affiche Space Punch, qui m'envoient ça, qui me tag avec le nom de la station. C'est clair, c'est une belle promotion là. Ah, c'est clair, les affiches métro, c'est une première, hein. J'ai pas le souvenir que pour un lancement manga, ça a été fait déjà. Et ouais, pour Ankama, c'est nouveau. Et même dans l'édition, de manière globale, enfin pour du manga français, c'est pas courant. C'est clair, il y a Mangetsu en ce moment qui est en train de se lancer et qui fait des affiches un petit peu partout dans Paris aussi, mais pas dans le métro, je crois. C'est assez cool de voir que pour un premier manga, parce qu'on va en parler, c'est ton premier manga, qui ait une telle communication derrière, même si on connaît Ankama et on sait que niveau communication, ça gère toujours. Donc c'est clair que c'est beau de voir une telle mise en avant, quoi. C'est clair, ouais, j'ai vraiment une sorte de traitement de faveur, surtout que c'est mon premier projet, quoi. Je suis un jeuneau. Après, sûrement que l'éditeur perçoit dans le titre un potentiel particulier sur lequel il veut miser. Et en plus, j'ai de la chance parce qu'en termes de timing, j'arrive dans une sorte de creux. En fait, je suis la seule nouveauté de l'année. Alors, il y aura des nouvelles sorties, il y aura des nouveautés en 2022. Mais en 2021, je crois que je suis la seule nouveauté d'Ankama pour le manga. Après, même chez les autres éditeurs manga, cette année, c'est un peu creux en termes de sorties, de nouveautés. Il y a l'éditeur Kana aussi qui a, je crois, 4-5 nouveaux projets, mais qui débarqueront l'an prochain. Ouais, quand tout sera un peu réglé. Voilà, c'est ça. Donc là, cette année, il y a il y a de la place pour moi, on va dire. Il y a du budget. D'ailleurs, on en parlera après parce qu'en 2022, on aura Gero chez Ankama avec Reaper. Ouais. On va tout simplement commencer par parler de Space Punch. Du coup, première question sur le manga, de quoi ça parle? Alors, Space Punch, donc c'est dans un monde un peu comme le nôtre, un monde urbain, où c'est l'histoire de deux frères, un petit et un grand. Donc il y a le grand qui est brigadier de police, qui est spécialisé dans la traque anti-mafieux, voilà tout ce qui est criminalité. Et il y a le petit frère qui est un livreur, une sorte de livreur Uber ou Deliveroo, et qui livre pour un restaurant de nouilles. Et en gros, ils évoluent voilà, dans une ville où tu as des guerres de gangs. Tu as deux gangs qui sont là, enfin deux mafias plutôt, qui se font un peu la guerre quoi en ville. Et en plus, donc c'est galère pour le quotidien des deux. Du petit, parce qu'il se fait victimiser pendant toutes ses tournées par tous les gangsters qu'il y a en ville, quoi. Et le grand, il peut pas faire son boulot normalement parce qu'il y a de la corruption au niveau de la police et il est un peu bloqué, quoi. Et du coup, les deux frères, voilà, ils sont un peu bloqués dans leur quotidien et au fil du tome 1, ils vont tomber sur des artefacts qui vont changer leur vie. Alors, sans trop spoiler, voilà de quoi ça parle. Du coup, on l'entend à ton résumé, c'est un pur shonen et c'est vendu comme tel aussi par Ankama. Toi, c'est vraiment une revendication que tu avais dès la conception de l'histoire de partir sur un shonen pur et dur? À vrai dire, c'est pas vraiment un shonen pur et dur parce que, enfin, même dans le cadre, ça ressemble un peu à un seinen. En fait, c'est un peu un entre-deux. Il y en a qui appelleraient ça un shonen up. C'est-à-dire que, alors, en fait, l'univers et les thématiques, c'est des trucs plutôt seinen. C'est pas, ça parle pas de collégiens, de lycéens. Les thèmes abordés, c'est pas les thèmes de l'amitié ou des trucs comme ça. Il n'y a pas de la fantasy à outrance, enfin, genre un peu what the fuck, quoi. C'est quand même au début, c'est un univers assez comme le nôtre, terre à terre, donc ça a pas vraiment les codes shonen, il n'y a pas des designs particulièrement foufou, ça reste quand même assez sobre. Mais disons que ouais, je m'inspire du shonen pour plein de trucs, que ce soit dans l'évolution des persos ou les interactions, enfin dans l'évolution. Ouais, il y a plein de trucs côté shonen. Puis rien que la couve. Là, je revois le trailer avec les explosions et les éclairs et tout. En faire des tonnes et des caisses, ça, c'est un truc que j'adore. En faire des caisses dès que je peux. Puis voilà, après, il y a quand même voilà, on retrouve des codes hein, entre les groupes de persos ou enfin les groupes d'individus
Et au sein de chaque groupe, il y a quand même pas mal de cas de design assez différents. Il y a un peu de tout. Voilà, c'est un mix des deux, quoi. C'est vrai, en plus, il y a pas trop encore la notion de rêve, un peu comme dans les shonen un peu classiques japonais. Le héros veut pas devenir le meilleur livreur de nouilles de tout l'univers. Non, non, c'est juste un gars lambda qui a envie qu'on lui foute la paix et qui subit un peu le. En fait, il a un peu la haine. C'est vraiment un gars qui a le seum. C'est pas du tout un héros comme n'importe quel. Enfin, les shonen classiques où genre le héros il est toujours hyper positif, avec un rêve, genre ouais, moi je vais être le plus grand sauveur ou je sais pas quoi, le plus grand gentil de toute l'histoire, quoi. Non, ça a rien à voir, Joe. C'était vraiment une envie de faire un anti-héros depuis le départ. Sachant que bien sûr on a la complicité, on a un peu deux héros puisqu'on a la complicité avec le frère aussi et qu'on suit ses aventures aussi. Ouais. Est-ce que c'était une volonté? Bah, j'avais envie de faire le perso comme ça parce enfin, il y a plein de choses plein de choix qui sont assez, qui se sont faits instinctivement sans que je réfléchisse à vouloir avoir une volonté de pas du tout faire un héros comme les autres. Enfin, je pense que c'est un perso qui va parler à beaucoup de gens, qui garde quand même plein de codes shonen, surtout dans l'évolution un peu Neketsu. Mais c'est clair que le postulat, enfin la base de départ, elle ressemble absolument pas à ce qu'on a, quoi. Mais ouais, il y a des ressemblances avec genre, je pense à Midoriya dans My Hero Academia. Il est plein de volonté. Enfin, il a cette envie, même il est pas très doué, il a cette envie d'essayer de se débrouiller. Un peu, voilà, un truc qu'on peut retrouver partiellement chez Joe. Mais d'ailleurs, en fait, le héros, en fait, ce projet, à la base, c'est un spin-off d'une histoire plus grande où le héros ressemble plus à un héros classique de shonen. À partir de cet univers de base, je voulais faire un premier projet pour me lancer parce que l'univers initial, bah, c'est un truc avec un nombre de tomes complètement incertain, un peu plus shonen, un peu plus classique, quoi, qui ressemble au shonen un peu fleuve, tu vois, Bien sûr. sans pour autant être un truc que j'envisageais en plus de 20 tomes, quoi. Mais ouais, j'avais un perso secondaire que je trouvais vachement cool et je me suis dit, bah tiens, bah lui, bah, je ferais bien son histoire. Donc l'histoire originale, elle se passe un peu plus dans le futur, là on est un peu dans le passé. Voilà, et ce perso, ensuite, je me suis dit, bah, quel type d'évolution peut être sympa, connaissant son point d'arrivée, quel point de départ pourrait être cool, de fil en aiguille, ça m'a amené voilà, à ce type de caractère, d'autant plus que plein de choses sont venues assez intuitivement. Les deux personnages, les deux frères sont venus en même temps, et chacun est construit en fonction de l'autre. C'est-à-dire que leur caractère est complètement complémentaire, enfin plus ou moins, mais voilà. Avec Space Punch, est-ce que tu pars sur un nombre de tomes déjà prévu? On a l'habitude des 3 tomes classiques proposés par les maisons d'édition. Est-ce que tu en fais un peu plus, un peu moins? Comment ça se passe? Est-ce que ça dépend du succès du manga? Oui, ça dépend du succès du manga, mais alors moi, j'ai au moins 5 tomes de garantie. Donc c'est pas comme 3, parce que 3, on peut rien faire. Les éditeurs, ils se tirent un peu une balle dans le pied quand ils font ça, parce que du coup, quand tu mets un coup de pression à l'auteur en te disant, bah, faut que tu puisses boucler toute ton intrigue principale en 3 tomes, et ben, ça force l'auteur à pas prendre le temps, à bâcler, à saturer, à bourrer un peu la narration et l'histoire. Ce qui fait que t'as plein de trucs hyper importants qui arrivent comme un cheveu sur la soupe, comme ça. Genre, bim, vas-y, mange ta révélation, tac, on enchaîne, on n'a pas le temps. Et ce qui fait, ça fait des tomes 2 un peu naze. Et ouais, après le tome 3, il est pas ouf. Et du coup, bah, comme ta narration, elle est sabotée, quelque sorte, ben voilà, bah forcément tu donnes pas toutes les chances à ton projet, ça va pas forcément bien se vendre, quoi. Donc non, du coup là j'ai au moins 5 tomes, donc ça me laisse plus de pages. Après, ouais, j'ai un premier. Disons que mes 3 premiers tomes, l'histoire j'ai l'histoire. Du coup, bah, bon, tome 2, bah, je suis dessus, donc forcément. En tome 3, j'ai l'histoire aussi. Enfin, j'ai tout le scénar, je sais ce qui se passe. Donc là, c'est assez fixe. Disons que c'est la fin du tome 3, bah, c'est la fin d'un arc et le début d'un nouveau. Mais si et même en 5 tomes, ça va être un peu chaud de conclure l'histoire en vrai. Moi, j'ai prévu l'histoire pour qu'elle fasse plus que. Enfin,
j'ai le matériel pour faire un peu à partir de 6 tomes, jusqu'à une dizaine, quoi, à peu près. Et mes 3 tomes premiers sont fixes. Ensuite, à partir du 4e, c'est là que je verrai. C'est à partir du tome 4 que ça devient un peu plus variable, que je verrai si j'ai le temps. Enfin, en fonction du nombre de tomes qu'on m'accorde, je pourrais étendre ça, quoi. Parce que mon dernier tome, il est fixe. L'arc final est fixe, quoi. Donc, Tu as déjà toute la fin. j'ai la fin. Ouais. J'ai la fin. Après, c'est comment je l'amène. En fait, il y a plein de. Enfin, c'est étape par étape cette fin, donc il faut que je fasse plusieurs préparations avant, mais je peux pas bâcler, quoi. Donc en fait, ce qui m'arrangerait, c'est d'avoir un peu plus que 5 tomes. Bah, c'est tout ce qu'on peut te souhaiter, que ça marche très bien et que tu puisses continuer un peu, quoi. Ouais, donc faut acheter Space Punch aux anniversaires, aux cousins, aux frères et tout, aux neveux, aux nièces. Prenez-le en double au cas où le premier tombe sous la pluie ou quoi, enfin bref. Exactement. Combien de temps tu as mis pour faire ce premier tome et combien de temps tu envisages pour les suivants? Alors le premier tome, c'était assez long. Pour 216 pages, j'ai mis, je dirais, 10 mois, 11 mois, presque un an en fait, presque un an. Allez, 11 mois. C'était un peu long, quoi. C'est assez galère pour ceux qui ont vu. Bon, il y a quand même pas mal de pages très détaillées. Et puis c'est mon premier projet, donc ça prend du temps. Et idéalement, moi, j'aimerais arriver à boucler un tome en 6 mois. Mais pour ça, il faut que je fasse des tomes peut-être moins gros, là, sachant que mon deuxième, il fait plus de pages que le premier. C'est compliqué. Mais ouais, 6 mois, ce serait top. Ok, donc on va espérer les 2 tomes par an, là. Ouais, ça serait bien. Bah là, en termes de sortie, pour l'instant, c'est ça. C'est 2 tomes par an, là. Bon, le prochain tome, il sort début décembre, normalement. Si je me trompe pas. C'est annoncé les amis. Voilà. Est-ce que Space Punch, tu l'avais proposé à d'autres éditeurs avant de l'envoyer à Ankama, ou alors tu es directement allé voir Ankama Édition? Ah non, je l'ai proposé à tout le monde, hein. D'ailleurs, faut toujours envoyer son dossier à tout le monde. C'est du suicide de l'envoyer à un seul éditeur, parce que si tu l'envoies à un seul, t'as aucun moyen de faire pencher la balance pour essayer de gratter une meilleure offre, quoi. Donc non, faut envoyer à tout le monde, même à ceux à qui tu comptes pas aller. Même si tu comptes pas aller chez certains éditeurs, faut leur envoyer. Enfin, au moins si c'est des éditeurs sérieux, quoi. Donc ouais, non, j'ai envoyé à tout le monde, c'est-à-dire j'ai envoyé à Ankama, mais également Glénat, Kana, Pika, et également Tsume, qui commençait sa gamme manga. Donc ouais, j'ai envoyé à tout le monde et au final, le choix s'est porté sur Ankama parce que j'avais la meilleure offre et enfin les meilleures conditions. On en reparlera de toute façon après de la collaboration, puisque c'est une collaboration avec l'éditeur, avec Ankama. On avait aussi une question, je pense que ça va rejoindre la question du temps dont on parlait pour faire un tome. Est-ce que tu travailles en digital ou est-ce que tu travailles en traditionnel? Alors le premier tome, il est au traditionnel. Il y a peut-être il y a peut-être 5 pages sur la fin qui sont en digital. D'ailleurs, je laisse les gens dans le chat essayer de trouver lesquels, s'ils arrivent, GG. Une dédicace? De toute façon, ils en auront tous une Digi, mais ouais, je leur ferai. Ils auront mon respect, ma reconnaissance, voilà. Donc il y a quelques pages full Digi sur la fin, donc c'était pour gagner du temps. Ou alors, quand j'estimais que j'allais faire trop peu de parts de tradi, je disais vas-y fuck, je fais tout Digi, parce que en fait tous les décors je les fais en Digi. En tout cas les décors compliqués où il y a beaucoup de perspectives et de traits de règles, je les fais en Digi. Après pour les décors, il y a toute une partie en forêt. Au début, je l'ai fait en tradi parce que il y a rien de compliqué, quoi. Et dès que ça devient un peu laborieux avec des perspectives, ouais, Digi. Et là, sur le tome 2, depuis le premier chapitre qui fait 45 pages du tome 2, il est full tradi. Et à partir du chapitre qui suit, je passe plutôt sur du Digi pour gagner du temps, là. Parce que ça me permet de gratter une étape, parce que sinon je dois faire storyboard crayonné, un crayonné assez propre, et ensuite je l'imprime. Et j'encre à la table lumineuse par-dessus, je fais un peu comme Soria. Soit là, du coup, si je suis full Digi, j'ai que à faire enfin, repeaufiner le storyboard et je peux en créer direct par-dessus, quoi.
j'ai pas besoin d'un crayonné hyper poussé. D'accord, donc tu t'enlèves une étape pour après gagner du temps. Ouais, ça m'enlève une étape, enfin potentiellement après je fais souvent quand même un petit crayonné, parce que j'ai pas envie que mon trait au J il ait l'air, enfin que je gomme tout le temps, parce que du coup, enfin la crainte c'est que ça me fasse un trait qui soit, interrompu vu que je gomme et que je retrace par-dessus, du coup ça a un rendu, qui est pas forcément naturel. Donc non, quand je peux je fais un petit crayonné quand même. Mais bon, globalement ça me fait gagner du temps. Il y a beaucoup d'auteurs qui disent une fois qu'ils passent au digital, qu'ils ont cette petite manie de toujours recommencer jusqu'à avoir le trait parfait et de beaucoup, beaucoup zoomer. Est-ce que toi, c'est déjà arrivé ou est-ce que tu es en plein dedans ou pas du tout? Ah alors bah, pour le coup je fais pas beaucoup de contrôle Z, sur un trait, ça vient assez vite. J'essaye de faire en sorte de garder déjà le même outil et de pas gommer. J'essaye de pas gommer, donc pour l'instant je perds pas trop de temps là-dessus. Également en termes de zoom, c'est sûr qu'on peut être tenté de zoomer énormément, mais faut jamais trop zoomer. Donc alors ce qui est bien, c'est que sur Clip Studio, il t'affiche le pourcentage de zoom, enfin le ratio ou je sais pas ce que c'est exactement. J'essaye de pas dépasser une certaine valeur quand j'entre pour garder une sorte de vue d'ensemble, parce que sinon, bah, si tu zoomes trop, bah, tu vas faire trop de détails et ça va pas se voir. Et puis également, bah, la taille de mes brushes, en fait, j'ai des tailles standards que je garde tout le temps. En fait, j'ai deux brushes. J'ai un brush pour tous les contours et j'ai un petit brush pour les traits à l'intérieur et je change jamais les tailles entre les brushes. Je garde un brush qui a une taille et un autre brush qui a une taille aussi. Super, ça va aider nos amis mangaka qui vont nous écouter après. On va recentrer un petit peu sur Space Punch. Quelles sont tes inspirations, tes influences pour ce manga? Alors mes influences, donc c'est celles dont je parle d'ailleurs dans mon dossier d'édition. Bah, dès que je vois un truc dans un manga que je trouve stylé, j'ai envie de faire pareil, tu vois. Je suis un peu comme une éponge, tu vois. Dès que je vois un truc stylé, j'ai envie ouais, de me mettre dans ce délire-là. Donc il y a Hajime no Ippo, parce que ça parle de boxe, et je kiffe. Et vu que comme c'est tellement stylé la boxe dans Hippo, enfin la boxe en vrai aussi, hein. Mais genre, il fait ça tellement bien, c'est un putain de technicien, George Morikawa. Donc ouais, il y a ça. Et puis même, bah, je m'en aide un peu pour la narration de mes combats, quand il y en a, c'est clair. Ensuite, bah, il y a Sunken Rock pour le côté mafieux, surtout mise en scène. Des gains, Sunken Rock, c'est vraiment la force tranquille, c'est-à-dire, bah, tu t'en fous du scénar, tant que tu fais des... Enfin si, il y a un scénar, mais genre, rien que les doubles pages, tu vois, avec il y a une sorte de force de mise en scène assez lourde, hyper expressif qui met une ambiance vraiment particulière et t'es à fond dedans, quoi. C'est trop stylé, ça m'inspire énormément. Ensuite, Prisonnier Riku, c'est un manga un peu plus social et pour ouais, le genre d'enjeu ou des thématiques abordées ou comment vivent, enfin, chaque perso vit les injustices. Il y a pas mal de similitudes. Alors au début, je savais pas trop comment je m'en inspirais parce que Rico, ça se passe dans une prison. Ouais, c'est pas dans une prison du tout, quoi. C'est pas un manga carcéral. Mais j'ai un pote qui m'avait dit que ouais, il y avait une petite vibe Riku sur certains trucs, notamment bah, le fait que t'es un perso au début qui ait du mal à gérer bah, l'injustice et tout, qui a le seum un peu du monde qui l'entoure, enfin plein de trucs, quoi. Puis en inspiration après, bah, c'est plus en termes d'esthétisme. Donc là, comme Boichi, c'est Shinichi Sakamoto, l'auteur de Innocent et Ascension, pour sa narration, son art de faire des métaphores hyper stylées. Je trouve c'est hyper passionnant, sa façon de raconter, c'est une recherche de la perfection, de l'esthétisme, de la mise en scène, c'est hyper inspirant, quoi. C'est très poétique, ça je kiffe. Donc voilà, je m'en inspire comme je peux. Ensuite, il y a Hiroya Oku avec toutes ces histoires en fait dont je m'inspire un peu dans le comment dire, dans le délire parce que lui, il fait des histoires qui se passent dans notre monde et il incorpore un concept fantastique. Et les persos réagissent à ce concept un peu comme n'importe qui, comme nous, on réagirait si ce concept arrivait chez nous, quoi. Donc ça, je trouve ça hyper intéressant. Et en fait, en général, le concept, c'est juste une excuse pour traiter des thèmes
de l'histoire ou accélérer les choses, quoi. C'est ce qu'il fait dans Gantz, dans l'Astero no Yashigi, et c'est ce que je fais également, plus ou moins dans mon manga. On ressent vraiment dans Space Punch que l'injustice, ça transpire, quoi. C'est au centre des débats. Mm. Est-ce que toi, c'est vraiment le thème est sorti de lui-même de l'histoire et t'as voulu parler de ça et essayer de trouver des moyens d'en parler? Ou alors est-ce que c'est dans un second temps, après, que tu t'es dit que ça tournait beaucoup autour de l'injustice? Ah, alors après, c'est pas le thème majeur. Quand je pense à mon histoire, aux thèmes principaux, je pense pas à l'injustice. L'injustice, c'est un thème qui est à peu près dans énormément de mangas, si ce n'est un thème mineur, parce que tellement il est présent, quoi, par défaut. Partout, t'as de l'injustice, quoi. Donc, et puis voilà, c'est assez engageant pour le lecteur, quoi, comme sous-thème ou comme émotion. Mais oui, en fait, comme c'est un manga qui se passe ça parle de corruption un peu. Comme c'est un manga qui se passe à peu près à notre époque, c'est sûr que oui, au fur et à mesure de l'histoire, si j'ai l'occasion, je pourrais traiter des sujets qui sont inspirés de faits réels, plus ou moins, pour illustrer ce qui se passe dans la ville, dans le quotidien des persos, quoi. Mais les injustices, c'est juste un moyen d'instaurer des péripéties et de développer tes persos et ensuite également tes thèmes majeurs, quoi. Et mes thèmes majeurs, ils sont plus liés à la famille, aux relations, à la fraternité, quoi, aux relations entre les deux frères. En fait, c'est la relation entre ces deux frères qui est un peu le fil rouge. Mais voilà, après, faut pas que j'en dise trop, parce qu'en général, de toute façon, de manière générale, je sais pas si c'est une bonne idée de parler des thèmes avec enfin, ça dépend des thèmes. Et parler des thèmes avec les auteurs dès le début, je sais pas si c'est une bonne idée parce que, enfin, le thème, c'est souvent une sorte de fil rouge, un peu à l'histoire. Donc, si tu dévoiles le thème direct, c'est un peu comme si tu donnais à ton lectorat des indices sur quelle direction va déjà prendre l'histoire, quoi. Genre, je sais pas si dans une interview de Isayama, tu vois, si on lui demande, alors pas de spoil, pas de souci, mais je me vois mal lui demander c'est quoi les thèmes principaux de son histoire, genre au début du manga ou quand le manga est pas fini, quoi. Parce que plus tu avances dans l'histoire, plus tu te rends compte que les enjeux ils sont plus grands, quoi. Et que du coup que les thèmes sont plus vastes, quoi. Ils sont pas forcément ceux qu'on pensait au départ. C'est ça. On en parlait avec Yamishin dans le dernier Keep on Talk, et elle disait que le gros thème de son histoire s'était révélé à elle après 3 ou 4 tomes, je crois. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est des fois qui est sous-jacent même pour l'auteur lui-même, et il s'en rend compte après, donc c'est ça qui... Oui, oui, tout à fait. Ben, souvent, on a une histoire et il y a forcément un thème, mais on a du mal à la nommer, à mettre un mot dessus sur le thème. Enfin, l'histoire, elle est telle qu'elle est, mais on a du mal à le nommer, le thème principal qui en sort. Alors, souvent, on pense à des synonymes, etc., etc. Et puis, ouais, ça dépend du feeling de chacun, quoi. Mais de toute façon, c'est pas forcément une nécessité de le nommer, ce thème, dès le départ, quoi. Le thème, il va venir tout seul avec l'avancée, ouais. Tu nous parlais de la boxe. Est-ce que toi, c'est... Enfin, il y en a forcément dans le... il y a du combat à main nue, de la boxe dans le manga, mais est-ce que toi, c'est un sport que tu as pratiqué? Est-ce que c'est un sport que tu regardes? Est-ce que c'est ton sport favori? Alors, c'est un sport que je regarde, j'ai pas eu l'occasion de le pratiquer parce que dès que j'avais l'occasion de faire du sport, je faisais autre chose. Mais ouais, c'est un sport que j'ai regardé. Alors, je suis pas hyper assidu, en mode je suis toute l'actualité. Mais ouais, dans mes phases box, je m'intéresse, en fait, je me renseigne. C'est plus vraiment, moi, je m'intéresse quand j'ai des phases de boxe à faire sur la technique. Et après, parmi tous les sports de combat, c'est le sport que je préfère, c'est sûr. Parmi toutes les boxes, c'est la boxe que je préfère parce que je trouve que c'est la boxe la plus noble, dans le sens où c'est vraiment deux types face à face. Il y a que les points. Il n'y a pas de je te mets un coup de tibia, de machin, coup de pied retourné, ou alors du MMA où c'est complètement brutal, tu vois. Non, là, ça va. Il y a quand même une sorte de code d'honneur un peu
En fait, c'est comme si c'était le plus chevaleresque un peu des sports de combat, quoi. Enfin, selon mon ressenti, tu vois. On le dit, la boxe anglaise, c'est le noble art. Ouais, ouais. Moi, je partage ça, je suis assez d'accord avec ça pour le coup. Ouais, donc je kiffe comme c'est, même que ce soit en match, mais également bah, en manga, vu comme c'est un des sports les plus. Je sais pas si on faisait la liste des mangas de sport, et enfin, le sport qui revient le plus, c'est peut-être la boxe, je sais pas. Enfin, je pense, hein. C'est un sport qui fascine. Ouais, ça doit se jouer. De toute façon, Hippo qui a une longévité exceptionnelle. Ah ouais. Donc forcément, peut-être qu'elle a le plus de tomes. Ouais, ça doit être la boxe. Même si dans les années 60-70, il y a eu beaucoup de mangas de baseball aux prémices du Jump, etc. Mais ouais. Pour revenir à Space Punch, on a donc Joe et Zach, les deux héros, les deux frères. Mais on a aussi, enfin moi c'est le ressentiment que j'ai eu en lisant, on a aussi la ville qui est super importante. Tu arrives à mettre une ambiance et la ville elle fait énormément pour le scénario, elle pose une atmosphère, elle pose, on en parlait tout à l'heure de l'injustice, on voit vraiment les milieux sociaux, on voit les rues telles qu'elles sont, la pauvreté on l'a en face de nous, quoi. Est-ce que toi, c'est vraiment, tu considères la ville presque comme un personnage? Oui, oui, c'est important surtout quand il y a des problématiques bah, qui sont liées à la ville et au quotidien des gens, et c'est important de montrer un peu voilà ce que c'est, enfin, dans les ruelles, les coins de rue, tous les trucs un peu craignos, c'est important de lui donner de la vie, quoi. C'est clair, ça doit pas être une file de figurants, quoi. Enfin, c'est même un truc qui va de soi, tu vois. Bah, je pense à Bleach, tu vois. Le thème de Bleach, c'est pas, enfin, il n'y a pas d'enjeu particulier par rapport à la ville dans lequel évoluent les persos, tu vois. Alors là, bah, c'est clair que bah, j'étais obligé de bien traiter ça, ouais, bah, de rajouter de la vie, des interactions un peu partout. Tu pouvais pas faire une ville fantôme, quoi. Non, ouais, et encore, j'aurais pu faire ça encore mieux, sûrement. Mais ouais, c'est important, et j'essaye de faire en sorte, ouais, tome par tome, de garder ça à l'esprit, et de faire ouais, les villes les plus vivantes possibles. Encore, quand je regarde mes poches, j'ai quand même pas mal de pages où ouais, il y a pas forcément beaucoup de passants, tu vois. Parce que bah, ouais, je suis tout seul, hein, faut les faire ces décors, hein, c'est clair. Mais ouais, avec disons, le peu de temps et de ressources que j'avais, ben, j'ai fait de mon mieux. Tout à l'heure, on parlait du dossier d'édition que tu avais envoyé pour Space Punch, que tu avais envoyé aux éditeurs et donc que tu as fait ensuite avec Ankama. Quel retour tu as eu sur ton dossier? Est-ce qu'on t'a dit les points forts du manga et qu'est-ce qui a plu vraiment à Ankama? Euh, alors le dossier, ouais, bah, c'était un dossier assez coup de poing, pour le coup. Le genre de dossier qui te prend par le callback, tu vois, et qui va pas te lâcher. Je l'ai pensé un peu, le dossier, comme une pub Hot Wheels. Enfin, ça, souvent, ce que je dis, c'est-à-dire, c'est très court. Tu vois, faut aller hyper vite, faut mettre de la couleur, faut mettre des trucs qui pètent, beaucoup de visuels, peu de texte, peu de blabla, et capter l'attention de l'éditeur, parce que faut partir du principe que l'éditeur, il a pas le temps. Il reçoit souvent des dossiers, il a des tonnes de trucs à gérer. Enfin, déjà, les dossiers, c'est genre la tâche à laquelle il va consacrer le moins de temps de sa journée. Et s'il en reçoit un plein, bah, il va très vite avoir la flemme. Le lecteur, s'il a un pavé qu'il n'a pas envie de lire, il va pas le lire. Il va pas chercher, il va regarder que les dessins, même s'il a envie. Donc, ouais, j'ai axé mon dossier sur le visuel. D'ailleurs, la première page, alors, j'ai fait tout mon dossier format paysage, où il y a, donc, je dirais, il y a 70% de dessin et 30% de texte. Vraiment impactant, quoi. Voilà, impactant. Et il faut que le choix du pitch, et alors pas du synopsis, parce que le synopsis, tu commences à raconter le détail de ton histoire, de tout ton tome 1, tu vois. Mais en dehors de ça, dans le résumé, le pitch au début, il faut que tu aies déjà tous les mots-clés pour que l'éditeur il capte les enjeux, tu vois. Genre, je parle d'un perso de deux frères, t'en as un qui est flic, et un c'est un pauvre livreur de nouilles, tu vois. Donc déjà, bah, ça te met le rapport qu'il y a entre les deux, tu vois. Entre un, c'est la réussite, et le deuxième, c'est le loser, quoi.
et tu mets ça dans une ville un peu hardcore, quoi, où il y a deux mafias, tu vois. Donc en plus, c'est des termes, tu vois, qui graphiquement, enfin symboliquement, ça, l'éditeur arrive à se projeter. Donc c'est facile ensuite voilà, d'anticiper les enjeux. Donc j'ai parlé de mon grand frère qui est policier et je parle de mafia, tu vois. Et en plus, je parle de la corruption, tu vois. Je parle de corruption dans mon dossier avec la police et tout. Et puis je rajoute une touche de fantasy, de surnaturel un peu sur la fin, quoi. Donc voilà, en plus, l'avantage de mon dossier, c'est que, enfin, ça se passe dans notre univers. Donc déjà, les règles de base, on les connaît. C'est pas comme un univers de fantasy où faut tout remettre, faut remettre les bases de zéro, quoi. Et là, l'éditeur, il doit tout, il a tout à apprendre, quoi, parce qu'il connaît pas forcément les règles de son univers. Donc mine de rien, avoir un truc qui se passe dans notre univers, ça aide pas mal. Il n'y a pas besoin d'explication, quoi. Voilà, pas plus que ça, quoi. Puis ensuite, voilà, j'ai mon concept qui vient par la suite, quoi. Assez punchy, justement, voilà. Donc, je pense aussi, j'hésitais pas à en mettre des caisses sur la mise en scène, sur des illustrations, sur vraiment la dégaine de tes persos. Faut mettre une sorte d'ambiance dans le dossier. C'est une ambiance graphique, c'est hyper important. Prendre son temps, pas charger les pages en texte, ton texte, essayer de l'éparpiller un peu partout. Et ouais, l'éditeur toujours pensait que c'est un gars qui a il a une télécommande et dès qu'il peut zapper, changer de chaîne, tu vois, il va le faire. Donc, faut vraiment essayer de l'accrocher comme ça avec un dossier bien pimenté. Et on sent ça aussi dans le début du manga où tu essayes vraiment d'accrocher le lecteur tout de suite avec une course-poursuite, etc. Ça va partout, ça vole, etc. Mm. C'est vraiment... c'est captivant. Ouais, c'est toujours bien de faire une intro qui se passe direct dans l'action avec le quotidien des persos. C'est assez classique enfin, comme choix de présentation, quoi, le quotidien des persos. Après, voilà, faut savoir choisir le bon quotidien, quoi. Bien sûr. Et du coup, tu as eu quoi comme retour? J'ai eu que des retours positifs, à vrai dire. Ils étaient tous emballés par le projet. Après, ils me disaient pas texto, c'est quoi les points forts particulièrement. Ils se contentaient de dire que le projet leur plaisait, qu'ils y croyaient et voilà, qu'ils étaient partants, quoi, sans préciser vraiment quoi spécifiquement ils trouvaient chouette. Et je pense que c'est un tout. Je pense que ouais, il y a le style graphique, le dynamisme, je pense. Alors ça vient de mon style, ça. Puis après, il y a l'histoire en soi avec les thèmes qui ressortent assez facilement, les enjeux qui sont assez identifiables. Enfin, le fait que l'éditeur puisse facilement se projeter dans l'histoire et capte les enjeux. Et en plus, comme j'ai un enjeu fantastique, ça rajoute d'autres enjeux qui sont assez clairs et nets parce qu'on on est dans notre monde. Après, bon, je vais pas trop en dire parce que sinon ça en dévoile beaucoup, tu vois. Mais ouais, je dirais cette connexion rapide qu'ont eu peut-être les éditeurs avec l'essence de mon projet. En plus, j'ai mis plein de visuels pas forcément de ce qui se passe dans le tome 1, mais de ce qui peut se passer après. J'ai des sortes de planches d'intention, de dessins qui peuvent être liés au tome 2, 3, voire 4. J'ai un peu tout en fait, et j'ai même fait des pages avec l'évolution enfin la transformation de mon héros, comment il change au fur et à mesure de l'histoire. Non, faut donner des bonbons à l'éditeur. Faut que ce soit bien sucré. Voilà, faut pas l'endormir. Il faut que qu'il s'identifie bien là-dedans. On avait tout à l'heure quelqu'un dans le chat qui nous disait aussi, et c'est vrai que quand on regarde un peu, bon, surtout quand on regarde le trailer évidemment, qu'on a ce petit côté Last Man, la série animée, qui est sortie maintenant, ça doit faire 2 ans, 3 ans, et qui doit être ils sont en train de préparer la saison 2, avec, où tu nous en parlais, un contexte un peu habituel, contemporain, et puis derrière un petit élément fantastique, même s'il y en a beaucoup plus évidemment dans la semaine, mais on peut retrouver un peu de baston, etc. Est-ce que toi, ça a été une influence aussi? La semaine, à vrai dire, j'y ai pas pensé. D'autant plus que la semaine, quand je pense à la semaine, je pense la BD, tu vois, où c'est Bien sûr. déjà dans un monde un peu fantasy, quoi. Mais c'est vrai que la série animée, ouais, ça commence en plus, voilà, avec un perso qui fait de la boxe.
Et ouais, il y a la fantasy qui s'impose un peu à lui, donc ouais, ça ressemble, mais non, c'était pas une inspiration particulière. Mais je pense que cette combinaison, si elle se répète également, bah, si elle a été dans la semaine et dans Space Punch, c'est que bah, c'est une combinaison qui marche bien intuitivement pour les gens. Donc là, pour la suite des questions, on va remonter un petit peu dans le temps. Quelques années en arrière, quand est-ce que ça a commencé chez toi, la passion du manga? Alors alors déjà, alors la passion de la lecture, ça commençait par ça déjà. Donc, quand j'étais petit, un classique, hein, quand j'ai découvert, alors le premier des mangas que j'ai découvert, c'était Gon, le petit dinosaure là. Donc c'est un manga où il y a pas de dialogue. Je savais pas que c'était un manga d'ailleurs à l'époque et j'ai bien kiffé. Puis ensuite, ouais, vers l'âge de 7-8 ans, j'ai découvert Dragon Ball et là, c'était le coup de cœur. Parce que, bah, en termes de divertissement, tu passes entre Tintin et Dragon Ball, le choix il est vite fait, quoi. Donc, ouais, ben voilà, la manga mania qui a commencé à partir ouais, de mes 8 ans à peu près. Voilà, classique. Puis bon, ben, je dessinais pas mal, donc voilà, j'avais déjà depuis tout petit cette affinité avec le dessin. Mais voilà, je dessinais vite fait jusqu'à mes 19 ans. T'as quel âge aujourd'hui? Là, j'ai 26 ans. Donc, t'es fan de manga, t'en lis. À côté de ça, tu fais des études. Si je me trompe pas, t'étais dans l'ingénierie mécanique. Oui. T'as fait de longues études? Ouais, bah c'est bac plus 5, ça va. Ouais, ça va, ça se présente. Ça va. Et du coup, en même temps que tu faisais tes études, tu continuais à dessiner de ton côté, à créer tes histoires? Alors, ouais, alors pas pendant toutes mes études, c'était plutôt à partir de l'équivalent de bac plus 2. Donc là, j'ai commencé à dessiner bien plus. Parce que, ben ouais, à l'époque, j'avais découvert Radiant, nanana, j'avais participé, bah, comme j'en parle un peu dans les bonus de mon Thomas, j'avais participé au concours de création de personnages. Donc je dessinais pas énormément à l'époque. Je passais plus de temps à jouer à des MMO. Et ouais, il y avait le concours de création de personnages à la fin du tome 1 de Radiant et j'ai participé et j'avais été grand gagnant. Donc j'étais refait. Il avait redessiné mon perso, donc c'était mon premier fan art venant de Tony Valente en plus, donc c'est assez stylé. Et ouais, bah depuis ce jour-là, c'était un peu le coup de pied au cul et depuis, ben pendant les 4 années qui ont suivi, ben en parallèle de mes études d'ingénieur, ben, je dessinais beaucoup plus. J'étais bien plus rigoureux dans le dessin, quoi. J'essayais de passer un peu moins de temps à dessiner et je dessinais plus. En même temps, je me suis créé mon réseau. Je commençais à rencontrer du monde. Bah, à l'époque, c'était sur Facebook, puis sur Instagram, etc. Voir les gens en salon. Voilà, et puis bah, au fur et à mesure, ben, pendant mes études, j'avais mes petits projets. J'essayais de me donner des petits projets, un peu comme mes potes bah, qui se consacraient à fond dans le dessin. Même si j'avais mes études, quoi, c'était une sorte de façon de me booster. Et oui, avec le temps, bah, mon niveau il progressait, puis mon ambition pour faire du manga aussi. Et ouais, je me rapprochais à peu près du niveau que j'ai eu bah, quand j'ai présenté le dossier. Et, euh, et voilà, donc également le contact avec les éditeurs que j'avais anticipé pendant mes études, donc j'avais fait en sorte de rencontrer tout le monde. J'avais les cartes, machin, genre, vraiment, j'ai préparé le terrain, quoi. Et ouais, j'ai commencé des petits projets. Au début, c'est des illustrations, des petites planches par-ci par-là pour s'entraîner, mais sans trop d'histoire. Et puis, ouais, j'avais essayé de faire un petit one-shot de 60 pages, alors qu'il est seulement au crayonné, que j'avais fait pendant mes études aussi. Puis après, voilà, j'ai lâché. Et, ensuite, je suis arrivé au monde du travail. Et même après avoir bossé, je continuais à être en contact avec les éditeurs. Et ben, un jour, j'ai sauté le pas. Voilà, je suis passé de. J'avais déjà tous les éléments en main, quoi. J'ai eu mon histoire qui m'est venue assez intuitivement en tête, comme ça, vraiment presque sur un coup de tête. Hein. Ça n'a pas duré longtemps. Sur un coup de poing? Ouais, voilà. Non, mais vraiment, le moment où je me suis dit. Enfin, je cherchais une entrée en matière dans le manga. Au début, je me suis dit, sous forme de one-shot, ce serait bien, comme ça, j'ai pas la problématique de la série à gérer et je peux faire ça en parallèle de mon taf si je prends le temps que je veux, quoi.
Donc c'est là que j'ai eu l'idée de Space Punch. Je me suis dit, ah ouais, il y a un truc à faire. Et après, je me suis dit, ah ouais. Au fur et à mesure que je développais l'histoire, je voyais qu'en un tome, c'était chaud. Du coup, je me suis dit, allez, on le fait en 2, puis 3, puis 4, puis 5, etc. Et à quel moment il y a eu la bascule? Est-ce que tu as dû lâcher ton travail? Est-ce que tu t'es engagé à fond dans le manga? Comment ça s'est fait? C'est un peu laborieux. Alors, moi aussi, je suis j'étais dans une situation un peu inédite, dans le sens où ben, j'étais ingénieur, quoi. J'avais un bon salaire, une mutuelle, la retraite, tout ça, quoi. Le taf était cool, même si bon, j'étais pas passionné, mais les gens avec qui je bossais étaient super. Et c'est pas comme la plupart des artistes qui soit ont pas fait d'études, soit ont des études genre bac plus 2 ou sur lesquelles, enfin, ils sont pas hyper confiants et qui ont un taf alimentaire pas top. C'est-à-dire que euh, pour plein d'artistes, c'est genre ouais, soit j'ai un taf alimentaire, soit je gagne autant d'argent mais en faisant du dessin, quoi. Donc c'est pas le même dilemme que moi de dire ok, j'ai un taf avec un diplôme assez safe, tu vois, avec un truc un emploi qui me donne un salaire assez élevé, quoi. Est-ce que je serais prêt à abandonner tout ça pour une situation précaire, quoi? Ouais, c'est une vraie prise de risque, hein. Moi, je conseille pas. Enfin, bah déjà que les gens aient le choix de faire ça. Bah déjà, alors si vous avez le choix de faire ça, ça veut dire que vous êtes arrivé jusqu'à voilà bac plus 5. C'est déjà que vous êtes pas mal, quoi. Donc c'est déjà pas tout le monde qui a ce choix-là. Moi, la plupart de mes potes, bah, je suis le seul à être allé jusqu'à bac plus 5. Enfin, de mes potes auteurs qui ont signé, je suis... j'en connais pas beaucoup qui étaient bac plus 5, à la limite bac plus 2, quoi. Donc moi, c'était un dilemme particulier, c'est-à-dire, t'es vachement haut, est-ce que t'accepterais de descendre un truc plus bas? Alors, bien sûr, j'ai pas fait ça comme ça. En fait, pendant longtemps, pendant toutes mes études, donc mon envie de faire du dessin grandissait, mais en même temps, je n'osais pas sauter le pas, je procrastinais cette décision parce que j'étais pas sûr, puis en même temps, d'un point de vue familial, ça passait pas trop. Moi, mon père, il est ingénieur, j'étais ingénieur du coup, donc mes parents, ils étaient pas très sereins par rapport au fait que je lâche tout, je lâche les 5 ans d'études pour faire du dessin, quoi. Pour eux, c'était pas trop concevable. En plus, les artistes, pour eux, c'est toujours voilà, des sortes de métiers un peu obscurs. Genre, on en connaît un peut-être, mais c'est un peu marginal, quoi. Ah, c'est pas un vrai métier. Et des fois, ouais, j'avais des coups de blues pendant mon taf où je disais non, mais j'ai envie de tout lâcher et tout. J'ai envie d'aller faire de la BD. Même des fois, pendant un stage de fin d'études d'ingénieur, où il y avait une collègue, donc j'étais stagiaire, qui me parlait mal et qui me traitait comme de la merde, et j'avais envie de l'envoyer chier, tu vois, d'aller lui dire d'aller se faire. Parce que je me suis dit, vas-y, j'accepte pas de faire des études qui me plaisent pas pour qu'on me parle comme ça. Et après, je me suis dit, prends sur toi, t'inquiète, ton stage il finit bientôt, c'est la fin de ton diplôme, fais-le, machin, sabote pas tout, prends sur toi, voilà. Est-ce que tu lui as envoyé un tome du coup de Space Punch? Ah non, elle peut aller se faire cuire un œuf, hein. Ah non, non, non. Par contre, un autre collègue, ouais, je lui en ai parlé parce que lui, il m'a soutenu. Mais bon, en fait, déjà, j'avais mon envie personnelle de me lancer dans le manga sans trop oser. Parce qu'en fait, j'avais l'obstacle bah, de la famille. En fait, pour moi, c'était inconcevable d'aller à l'encontre. Même si c'est ma vie, hein, c'est pas la vie de mes parents, mais c'était inconcevable que je fasse un truc et que mes parents soient contre, en fait, qu'ils ils valident pas, tu vois. C'est comme si ils devenaient mes adversaires, quoi. Et moi, c'était pas possible. J'avais envie qu'ils valident, tu vois. J'avais envie d'avoir leur confirmation, leur aide là-dessus, tu vois. Et ils me disaient, non, mais tu sais, tu pourras dessiner, tu pourras faire des projets en parallèle du taf. Alors ça, j'ai essayé. Il y avait Ankama qui m'avait contacté euh, pendant que j'étais ingénieur, que je bossais en tant qu'ingénieur pour bosser sur le tome 5 de Wakfu.
Et je me suis dit, vas-y, il n'y a qu'un tome et tout, les caras ils sont faits, le scénario il est fait, j'ai toutes les rêves graphiques du monde. Je peux, franchement, si c'est tentant, je vais faire un test de rythme, tu vois. Donc je vais proposer de faire un test de rythme, c'est-à-dire, ben, j'ai fait un. Ils m'ont donné une deadline, c'était pour une Japan Expo, bah, la dernière qu'il y a eu d'ailleurs. Et, et j'ai fait un rétro-planning sur Excel, et ça me donne, chaque semaine, il faut que je fasse X pages, tu vois. Il fallait que je fasse 5 pages finies par semaine, tu vois. En parallèle de mon taf d'ingé. Et donc, ça voudrait dire que tous les soirs en rentrant, je crayonne une page, et le week-end, j'encre 5 pages. À ancrer le week-end, quoi. Ancrer, plus finaliser Digi, tout ça. Donc j'ai testé, et j'ai jamais été aussi fatigué toute ma vie. Franchement, si vous le faites, voilà, faites gaffe, quoi. Mais sur le long terme, c'est chaud, hein. Et ouais, mes parents qui me disaient, oh, tu pourrais faire ça à côté ou après la retraite. Je fais, bah, bien sûr, bah ouais, bien sûr. Moi, je suis sûr que je serai toujours vivant. Moi, quand l'âge de la retraite, il sera à 80 piges. Euh, Plus tard, le temps que j'y arrive, il sera à 90 ans, l'âge de la retraite, tu vois. Donc, bah oui, bonne idée de ouf. Bah oui, je dessinerai après. Donc, non. C'était compliqué. En plus, je bossais chez L'Oréal. J'étais ingénieur chez L'Oréal et du coup, je ramenais des produits. Souvent, comme je travaillais au packaging, souvent, je ramenais des produits gratuits. Je bossais au luxe. Donc, je ramenais des produits qui coûtaient cher gratos, quoi. Parce qu'ils étaient utilisés pour les tests ou pour des trucs à la con. Et du coup, plutôt que de les jeter, vas-y, on fait péter, quoi. On fait profiter les collègues, quoi. Donc, hop, très souvent, je revenais avec des trucs et tout. Et ma mère, elle était refaite. Ma mère, ma soeur, toutes les femmes de ma famille, elles étaient trop contentes, tu vois. Donc, du jour au lendemain, je lui dis, ah bah ça, c'est terminé. Par contre, si tu veux, je peux te ramener des BD, tu vois. Ça, c'est assez étrange, quoi. Il y a plus de parfum, mais t'aimes bien Dragon Ball? Donc voilà, j'avais d'un côté cet obstacle-là, également j'avais des petits rappels. Donc moi j'avais mes doutes intérieurs, tu vois. En plus c'était la période où c'était en mode Ligue des auteurs pro avec ouais le statut auteur, ça pue la merde, ouin ouin ouin, tout ça. Et en même temps, j'avais tous mes potes d'école qui me disaient mais qu'est-ce que tu fous là? Faut que t'ailles, va vivre tes rêves. Enfin vas-y go, tu vois. Et même mon taf d'ingé, il me dit forcément quand tu parles avec tes collègues à la pause midi de ce que tu as fait le week-end, tu dis moi j'ai dessiné et tout, ils te disent montre ce que tu fais, ils sont là waouh, c'est trop stylé, mais qu'est-ce que tu fais ici enfin, pourquoi tu fais pas de la BD nanana, tu vois. Et on faisait comprendre que c'était pas ma place, tu vois. Enfin, je le savais déjà. Je le savais que je réussirais mieux en bande dessinée ou dans le dessin de manière générale en ingénierie, quoi. Mais voilà, c'était un rappel, mais bon, j'osais pas trop. Et en fait, l'un des déclics, j'en ai eu deux. Déjà, à l'époque, je lisais donc Hippo. Et j'arrivais à Hippo dans un arc, en fait, où Hippo, il avait des réflexions qui ressemblaient vachement à celles que j'avais à l'époque concernant le. Est-ce que, genre, par sécurité, je saute pas le coup, tu vois, je prends pas cette chance, ou est-ce que c'est le moment où jamais j'aurai pas d'autres occasions, donc j'y vais à fond, quoi. Quitte à ce que, voilà, c'est moins safe, tu vois. Et lui, il a décidé d'y aller dans cet arc-là. Alors peut-être que les lecteurs d'Hippo, ils sauront de quel arc je parle. Et également, l'autre élément qui m'a vraiment facilité la vie, c'était que mon emploi, c'était un CDD. C'était pas un CDI. Et donc, à la fin de ma mission, ils m'ont dit, écoute mon grand, alors, toute l'équipe t'adore, ils sont très contents du taf et tout, mais t'as pas l'air très passionné par les injections soufflage en verre, des flacons verts et tout, et les mascaras. Donc, on va à ta place, il y a quelqu'un qui revient de congé maternité qui a plus d'expérience que toi qui va te remplacer. Et de toute façon, le nombre de places, il augmente pas. C'est que tu as une place qui se libère et tu profites du créneau, quoi. Donc là, ils n'avaient pas de créneau et ils m'ont conseillé d'aller vers un métier un peu plus graphique. Du coup, j'avais essayé d'aller vers la partie design, le service design, tu vois,
où vraiment ils font de la conception, enfin de l'idée, quoi. Donc c'est encore moins technique et c'est encore plus artistique, tu vois. Mais là encore, c'est vraiment de l'artistique, faut être passionné par les produits cosmétiques, tu vois. Quand on n'a rien à faire, c'est chaud de trouver un alibi, tu vois. Et du coup, je me suis dit, vas-y, j'en ai marre de tourner autour du pot, tout ça, à chaque fois, je vais trouver un métier technique, il y aura de l'artistique, mais ce sera pas suffisant. Vas-y, fuck, je vais foncer, je vais profiter de ce timing pour, j'ai le chômage en plus, tu vois, je suis bien. Donc je vais profiter de ce timing pour faire mon dossier, tu vois. Et puis de toute façon, bon, si je le fais pas maintenant, j'aurai pas de meilleur timing, tu vois. Donc je l'ai fait, je me suis lancé à fond, ça m'a pris 5 mois. Tous les jours, mes parents me mettaient des coups de pression. Alors, ça avance, ça sort quand? Et je leur disais, ouais, bon, bah ça prend le temps qu'il faut, c'est bon, t'inquiète. Tu vois? Ils me disaient, ouais, ça fait 5 mois quand même, hein. Et bon, voilà, après, au bout de 5 mois, je l'ai fini, je l'ai envoyé. Et 30 minutes après, j'ai eu un retour de Glénat pour une interview, tu vois. Ah oui. Bah, en même temps, je les avais vus à Angoulême la veille, enfin avant. Donc j'ai envoyé au mois de mars. Mais au mois d'Angoulême, c'était fin janvier, je suis allé voir tous les éditeurs. Je demandé des cartes de visite et je suis allé juste les voir pour leur dire, je vais vous envoyer un dossier, attention. Genre, soyez attentifs. Tu vois, genre, je montrais mes dessins, genre, je prenais 1 minute de leur temps. Et voilà, et du coup, bah après, j'ai eu mes entretiens avec les éditeurs et tout. Puis un mois après, j'ai signé chez Ankama. Et voilà où j'en suis 2 ans après. Et est-ce que du coup maintenant, avec la sortie de ton premier tome, avec les affiches dans le métro, est-ce que tu as l'approbation de tes parents? Ah oui, alors là, les parents, mais c'est le retournement de veste à fond. Bah, déjà, de manière générale, même en dehors de ça, quand ils le voient plus épanoui au quotidien, bah déjà, c'est mieux, tu vois. Ils se disent que, en fait, dès qu'il y a du concret, genre la signature avec un éditeur, ça les rassure, tu vois. Plutôt que la phase d'avant où je disais t'inquiète, ça va marcher, t'inquiète, t'inquiète, sans que j'ai rien, bah forcément ils ont un peu peur, sachant que ils se disent oula, il vient d'abandonner un poste d'ingénieur, tu vois, avec un bon salaire. C'est à se demander même si ils se demandaient si j'avais pas fait exprès de pas être repris, tu vois, dans la boîte, que je me suis saboté, que j'avais tout prévu, tu vois, alors que pas du tout. Et ouais, bah maintenant ils sont très fiers, tu vois. Alors déjà de manière générale, quand t'as un artiste dans la famille, ils sont contents, tu vois. Déjà avant, quand j'étais ingénieur, quand il y avait des amis qui passaient à la maison et tout, bah, enfin même étudiants, quand ils avaient des amis qui passaient à la maison, en fait ma chambre atelier avec ma tablette et tout, c'était toujours l'attraction à la fin de la journée, tu vois, avant de partir. Genre attendez, il faut que je vous montre l'atelier de l'artiste, tu vois. Et ils m'ont regardé tout le beau matériel. Il a une tablette professionnelle, il a de l'encre de Chine, blablabli, blablabla. Tu vois, donc ils sont hyper fiers, les parents, pour montrer aux autres. Par contre, que t'en fasses ton métier, alors là, c'est mort, tu vois. Donc ouais, ça c'était un peu paradoxal. Après, bon, maintenant que c'est clair, ouais, bah ils en parlent partout. Ils sont très contents. Ma mère, c'est ma fan numéro 1. Dès qu'elle croise quelqu'un dans la rue, elle en parle, tu vois. Limite, c'est ma best community manager, tu vois. Comme le tome est sorti, je lui ai filé un tome physique, du coup, elle a toujours dans son sac. Et dès qu'elle peut caser dans une conversation, la boulangère, n'importe qui, et regardez mon fils, il a fait ça et tout. Les gens sont là, waouh, c'est stylé, machin, je note le nom. Est-ce qu'elle va à L'Oréal acheter les parfums et montrer ton manga Bah non, t'achètes ça en boutique, mais non, mais même ouais, chez L'Oréal, après j'ai mes anciens collègues qui me soutiennent à fond, qui sont super cool. Il y en a d'ailleurs une qui est venue en dédicace quand j'étais à Paris samedi dernier, c'était super chouette. Mais non, vraiment, j'ai le soutien de tout le monde, voilà, bien sûr, dont mes parents, ils sont très fiers, toute la famille. Dès le titre qui est sorti, c'était une annonce de fou, tout le monde qui me félicite comme si je m'étais marié, tu vois, ou comme si j'avais eu un enfant. C'est assez dingue, tu vois. Enfin, je sais même pas que si j'avais un enfant, je sais même pas si j'aurais eu autant de réactions, tu vois. Enfin voilà. Alors du coup, t'es avec Ankama Édition. Alors on parle beaucoup dans la communication du tome. On dit qu'il y a une vraie relation avec Tony Valente, donc l'auteur de Radiant. Alors c'est ça qui est marrant parce que tout à l'heure tu nous disais que ton premier fan art c'était Tony Valente qui l'avait fait puisque tu avais participé au concours
de personnages. Mm. Comment il t'a aidé dans l'élaboration du manga? Et qu'est-ce que ça fait aussi d'avoir quelqu'un qu'on idolâtrait comme ça qui vient nous aider pour son propre manga? Alors, là, c'est un peu un petit quiproquo au niveau de la com. Alors, en fait, ça a été repris par des articles de presse et tout, disant que j'avais été encadré par Tony. Alors, à vrai dire, j'ai pas vraiment été encadré. Disons que j'avais son soutien, ça c'est clair. Il avait lu mon storyboard de mon tome 1 et il m'avait encouragé, il m'avait dit qu'il trouvait ça cool, tu vois. Mais non, il m'a pas vraiment aidé sur la genèse du projet. C'est d'autres personnes qui m'ont aidé sur la genèse. C'est plutôt Salim Kafiz, le pote de Renaud, qui avait été assistant sur Dreamland, ainsi que Florent Maudou, l'auteur de Freak Squill, qui m'ont aidé. C'est les deux. C'est eux qui m'ont plutôt aidé sur la genèse du projet. C'est pas vraiment Tony, quoi. Tony, il a été un soutien, comme parmi beaucoup de potes. Mais voilà, c'est plus symbolique, disons. C'est pas genre on a fait des réunions de projet en mode je demandais alors histoire, enfin qu'est-ce que je pourrais faire et tout. Non, il s'était contenté contenté. Bah, il m'a encouragé et c'est déjà très bien, c'est déjà hyper cool. Donc voilà plutôt le genre d'interaction qu'on avait, quoi. En tout cas concernant l'œuvre, il n'est pas particulièrement intervenu sur l'élaboration, quoi. Mais en tout cas, ça fait plaisir de se sentir validé par par son aîné, par la personne grâce à qui voilà, j'ai envie de vraiment la volonté de rejoindre ce milieu. Ankama, du coup, tu travailles bien sûr avec les éditions et avec un éditeur, ou plutôt une éditrice chez Ankama. On en parlait avec Yamishin qui nous a parlé, qui nous a dévoilé un petit peu les secrets de sa collaboration avec Ahmed Agne, l'éditeur en chef de Kiyun. Toi, comment ça se passe avec Ankama? Est-ce qu'il y a des retours réguliers sur les storyboards, directement sur les planches? Comment vous vous organisez? Ouais, alors ça dépend des auteurs. Il y a des auteurs qui demandent un suivi comme moi. Il y a des auteurs qui demandent une liberté totale, c'est-à-dire limite quand l'éditeur découvre les planches, elles sont finies, quoi. Donc moi à vrai dire, donc pour chaque tome, voilà comment ça se passe. Donc je fais le scénar, donc sur un document Word, je l'envoie à l'éditeur, il me fait des retours et je le retravaille jusqu'à ce que il s'assure que ce soit bon. Donc le type de retour qu'ils me font, c'est juste ils vont pas changer vraiment le type de scène qui se passe. Ils vont juste s'assurer que ce soit équilibré, que ce soit cohérent, que tes persos réagissent de manière logique et naturelle, quoi, dans l'histoire que tu décris, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de boulettes ou de mauvaise compréhension, quoi. Enfin, ils font en sorte que ça roule, tu vois, avec le matériau que toi tu vas donner. Ils vont pas te suggérer des pistes ou des idées particulières, sauf peut-être dans certains cas, tu vois, comment améliorer ou quoi. Une fois que c'est validé, le scénario, je fais le storyboard. Donc le storyboard, je peux le faire chapitre par chapitre. Donc je fais le storyboard du chapitre 1. Alors même avant ça, je fais un séquencier, à vrai dire. Donc le séquencier, moi je le fais, mais tout le monde ne le fait pas. Mais en gros, tu réécris ton Word, tout ton scénar, mais dans un tableau Excel. En fait, chaque ligne de ton tableur Excel, c'est une page. Et du coup, ta dernière ligne de ton scénar, c'est la dernière page de ton manga. Donc tu écris tu fais en sorte qu'une ligne sur deux, c'est une page de gauche et une ligne sur deux, c'est une page de droite. Tu vois, du coup, tu vois l'enchaînement. Et toi, tu découpes ton action. Enfin, tu visualises dans ta tête. Tu découpes ton action pour que les infos importantes elles tombent sur une page de droite et tout, machin. Et voilà, à la fin, tu as ta page finale. Et ça te dit, ma scène finale, elle arrive à la page 200. Donc tu sais, c'est approximatif, mais ça aide pour l'éditeur pour qu'il sache sur quoi il s'engage à peu près, quoi. Donc c'est 200 pages plus ou moins 10%, quoi. Un truc comme ça. Ça permet d'avoir une grosse vision globale Voilà, une vision globale. Du recul. Et si tu connais ta façon de narrer, tu sais l'espace que tu vas donner à telle info, à telle partie de
de ton chapitre, tu vois. Donc, en général, c'est assez fiable. Moi, mes séquenciers, j'étais toujours à plus ou moins 4 pages. Donc, sur plus de 200 pages, ça va, c'est fiable, quoi. Et ça prend 1 jour et demi. Un jour et demi à faire, tu vois, c'est pas très long. Ensuite, storyboard. Donc là, je procède, je fais chapitre par chapitre, je l'envoie et je le fais valider, tu vois. Et si c'est bon, bah hop, j'enchaîne au chapitre d'après. Il me fait un retour et tout, et le chapitre d'après, etc. Sur le premier tome, j'ai fait tout le tome d'un coup en storyboard, et ensuite on a fait une revue de tout le storyboard. Et j'ai fait des petites retouches. J'en avais pas eu beaucoup. Et voilà, je l'ai envoyé, c'est validé, et ensuite j'attaque les crayonnés et ancrage, quoi. Et, et donc ensuite, bah, je fais tout mon crayonné de mon chapitre, je l'envoie, il me le valide, ensuite je l'encre, je l'envoie, et ainsi de suite, chapitre par chapitre. Bon là, maintenant, aujourd'hui, je fais valider tout mon storyboard, et ensuite je fais les crayonnés et les ancrages directs en digi. En fait, je fais pas valider le crayonné, je fais valider l'ancrage direct, pour gagner du temps, et leur faire gagner du temps, quoi. Donc voilà comment je procède. Est-ce que c'est Elise Storm, du coup, l'éditrice d'Ankama, qui te fait les retours? Ouais, c'est elle et Margot aussi, qui est l'assistante d'Élise, qui gère aussi l'édition, tu vois, et les retours. Et du coup, on est 3 quand on a des sessions de travail, tu vois, donc c'est cool. C'est toujours mieux de bosser à 3, je trouve. En tout cas, un nombre impair pour les décisions, pour le scénar, tu vois. C'est toujours bien parce que comme ça, il y a toujours une balance, tu vois, en faveur d'un avis ou quoi, tu vois. Parce que si on n'est que 2, moi j'ai un avis, l'éditeur en face il a un autre avis sur tel truc, tu vois. Ok, on fait quoi? C'est un contrat. Le fait que tu as une troisième personne, bah, ça permet de balancer, enfin de contrebalancer, soit en faveur de l'idée de l'éditeur, soit en faveur de l'idée de l'auteur, tu vois, pour accélérer les choses, tu vois. Si la deuxième éditrice, tu vois, elle valide mon idée, bah du coup, bah l'autre elle va dire bon bah ok, tu vois. Par contre, si du coup les deux éditrices vont dans le même sens, ben je vais plus y réfléchir, tu vois, à mon idée. Tu vois. Pour le coup, je vais reprendre ça, je vais essayer de voir ça de mon côté. C'est marrant ce que tu dis parce que ça, c'est un truc de la vraie vie, bien sûr, pour la prise de décision, mais c'est aussi un truc qui est très connu en scénario, et c'est pour ça qu'il y a énormément d'œuvres de fiction où il y a des trios de personnages. Ouais. Par exemple, un des plus connus, forcément, c'est Harry Potter, Hmm. avec Harry, Ron et Hermione, parce que en fait, trois personnages, ça permet beaucoup plus d'interactions. C'est-à-dire que à deux personnages, il y a que trois interactions, soit ils sont d'accord, que deux, pardon, soit ils sont d'accord, soit ils sont pas d'accord. Mais à trois personnages, je crois que ça montait. Alors c'est Robert McKee qui le dit très bien dans son livre Story. Ça montait à 16, je crois. On peut arriver jusqu'à 16 interactions. Ouais, surpris partout, on a tout le temps des trios, hein, que ce soit dans Naruto, avec toutes les Ouais, bah équipes. oui, en plus dans les mangas, Ouais. c'est pour ça souvent ça permet d'avoir plus de profondeur et plus de choix que les personnages fassent des vrais choix en fait, tout simplement. Hmm. C'est une petite parenthèse. Du coup, est-ce que pour toi le fait d'avoir les deux éditrices d'Ankama qui travaillent avec toi sur ton premier manga, est-ce que c'est un vrai soutien pour toi? Est-ce que ça t'allège un petit peu? Est-ce que ça m'allège? Ben, pas vraiment, parce qu'elles font pas le scénar à ma place, à vrai dire, ni mes décors. Elles sont pas assistantes. Non, ils ont mieux à faire, mais bah, disons que c'est rassurant, tu vois, de savoir que l'éditeur valide, de voir que il fait des qui me fait des petits retours, tu vois, et que des petits retours qui sont pas trop gênants, je les fais. Et là, l'éditeur, du coup, il est content, il est convaincu du truc. Non, c'est assez rassurant. C'est assez rassurant. C'est mieux que si j'avais aucun retour. Je me dis que si j'ai aucun retour, des fois, l'éditeur, ça se trouve, il peut avoir une idée en tête, mais bon, il se dit, pas la peine que je l'emmerde pour ça. Mais non, 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 elles prennent la peine de me donner leurs idées quand elles en ont, ou des suggestions, tu sais, de rappels à faire dans la BD. Tu vois, pas forcément des changements majeurs, mais des rappels pour certains trucs. Tu vois, enfin, c'est des détails, mais des détails qui, mine de rien, qui peuvent compter, tu vois. Mais j'ai relativement carte blanche, tu vois, sur toute l'histoire.
sur le choix des scènes et tout. Donc non, c'est cool le type de relation que j'ai avec l'éditeur, avec mes deux éditrices pour le coup. Puis quand on voit tous les succès qu'il y a eu en Kama, pour toi, tu devais être plus en confiance et ça devait être plus facile, Ah quoi. ouais, bah après, le succès, en manga français, ouais, bon, il y avait, il y a Radiant, puis bon, Évidemment. je pense City ça a quand même bien marché, tu vois, mais après les autres titres, c'est des succès un peu plus éphémères, quoi, disons. Ouais, après on peut avoir qui est hybride un petit peu Dofus ou Dofus, Ouais, après, bon, le manga, c'est pas le même travail avec l'éditeur sur ces séries-là, tu vois. Je pense que c'est je suis l'un clair. alors, parmi tous mes prédécesseurs, si je me compare à ceux qui avaient avant moi, pas ceux qui aura en même temps et après moi, bah, je suis l'un des seuls auteurs qui a je pense, ce rapport avec l'éditeur, cette recherche de suivi, tu vois. Parce que, alors après, je sais pas, j'ai pas demandé dans le détail. Alors, je sais que Tony, il est très indépendant là-dessus. Il demande, enfin, c'était même une de ses conditions d'ailleurs pour aller chez Ankama, c'était qu'il voulait avoir, qu'on le laisse tranquille, tu vois, sur son histoire. Ensuite, je pense, le reste, t'avais quand même pas mal de projets avec des scénaristes. Donc là, je pense que l'éditeur, il s'occupe juste de voir si c'était cohérent, sans proposer peut-être trop d'idées. Même, enfin, des auteurs qui demandaient un suivi comme moi, je sais pas s'il y en a eu beaucoup. J'ai l'impression que la plupart des titres, soit c'était un auteur complet aguerri, j'ai envie de dire, tu vois, et du coup, il n'y avait pas trop besoin de suivi, soit il y avait un scénariste. Et dans ce cas, l'éditeur, il s'occupe juste de vérifier une passe derrière, quoi, que ça soit cohérent, quoi. Bah, c'est bien, on a déjà fait les, les trois quarts, ça avance bien. On va passer tranquillement à la dernière partie de l'interview. Tu parlais du coup de Tony, de Tony Valente, de Radiant évidemment. Est-ce que pour toi c'est vraiment une source d'inspiration, par exemple quand tu vois le manga être vendu au Japon, quand tu vois l'animé sur Netflix, entre autres? C'est sûr que ça force le respect. C'est assez, oui, c'est inspirant en fait, quand quelqu'un le fait pour la première fois, on se dit c'est possible. Tout comme quand j'ai découvert Radiant, je me suis dit ah ouais, du manga français, c'est possible aussi. Donc ouais, voir que oui, c'est édité au Japon, qu'il y a un anime, tu vois, ça a ouvert la voie. Alors c'est pas, ça veut pas dire que ça se fera systématiquement, hein, c'est clair, c'est limite si c'est pas une exception, tu vois. Mais c'est possible et franchement ouais, ça fait rêver du coup parce que notre champ de possibilités, ouais, il est accru quoi. Et on a sûrement plus d'espérance pour notre titre, tu vois, donc on a peut-être plus envie que ça marche bien et de le poursuivre parce qu'on se dit si ça fait suffisamment de tomes et s'il y a les ressources pourquoi pas. Après, c'est pas un objectif particulier pour l'instant. Je sais même pas si c'est enfin l'histoire. Comme je suis pas une narration qui est très Shonen Jump où c'est tout le temps de la bagarre gratuite enfin tout le temps dans l'action, tu vois. Quand je prends un peu plus de temps, euh, je vais un peu plus à mon rythme. Pour moi, le premier objectif, c'est déjà de faire le nombre de tomes que je veux en France et ensuite on verra. C'est ça ton objectif? Pour l'instant, voilà, si je peux faire le nombre de tomes dont j'ai envie et de poursuivre ma série, voilà, comme je l'entends, c'est-à-dire de pas me faire couper l'herbe sous le pied, tu vois, en me disant ah on arrête au prochain. Déjà ça, ce serait top, tu vois, parce que c'est pas tous les auteurs français qui y parviennent malheureusement. Donc voilà, c'est un premier objectif. Ensuite, on verra pour la suite, quoi. Et maintenant que le tome est sorti et que ça fait du coup une semaine ou un peu plus d'une semaine que tu fais des dédicaces, des interviews, etc., qu'est-ce que ça fait de se dire je suis mangaka? Ah, ça veut.
Bah, j'ai pas eu de. Bah non, c'est cool. Enfin, ça fait que maintenant, je dois arrêter de me tourner les pouces. Alors, c'est pas que je me tournais les pouces, mais le fait, mine de rien, la journée où où j'ai reçu mes tomes, où je l'avais bah, physiquement sur mon bureau, bah, la première semaine, bah, je me disais, ah ouais, genre maintenant c'est sorti, maintenant les gens ils vont attendre. Donc, faut que je me bouge, quoi. C'est fini. Alors, c'est pas que je me ménageais, mais enfin, je me tournais les pouces, mais voilà, maintenant faut y aller, quoi. Faut pas se disperser, c'est du sérieux, c'est du concret, donc ouais. Après, voilà, ça m'est pas monté à la tête plus que ça. Comme je suis très projeté sur mon tome 2 là, à vrai dire, et il me donne beaucoup de fil à retordre. Donc je suis plus projeté sur cette problématique de ce tome 2 à finir, quoi, que sur bah, la sortie de mon tome 1, en plus tome 1 que j'ai fini il y a un moment, quoi. Pour donner l'info au lecteur, tu l'as fini quand, par exemple, le tome 1? J'ai fini en août dernier. Mais à vrai dire, en fait, après, il y a eu la couve, les bonus et les couleurs et tout. Ça m'a pris assez longtemps. Ça a été fait à partir de janvier jusqu'au mois de mars, avril, quoi. Donc ça m'a bouffé pas mal de temps libre, quand même. Enfin, voire même du temps pour bosser. Ça m'a bouffé, ouais. Mais voilà, pour revenir à ce que ça fait d'être mangaka, bah en fait en fait cette galère sur mon tome 2 me maintient les pieds sur terre, me dit que bah pas le temps d'être hyper hypé ou quoi, j'ai des pages à faire, quoi. Les interviews et tout, les dédicaces c'est cool, mais en fait je prends du retard sur mon tome, donc voilà, quoi. Qu'est-ce que c'est ta vitesse de travail? Est-ce que tu as une vitesse de croisière? Est-ce que tu as un nombre de planches par semaine à faire? Alors j'essaye de fonctionner par jour. Là en ce moment en fait je pars du storyboard chaque jour. En fait j'ai un planning, c'est j'essaye chaque jour de faire 2 crayonnés et au moins un ancrage. C'est-à-dire chaque jour je vais prendre 2 pages de storyboard, je les ouvre, je vais tracer mes cases dessus, je vais les crayonner le matin, et l'après je vais en ancrer au moins une, voire 2. Dans le meilleur des mondes, quoi. Dans le meilleur des cas, j'arrive à faire tout ça. Donc c'est équivalent comme si je faisais quatre phases, en fait, complètes. Voire même l'ancrage, c'est pas que l'ancrage, c'est pas comme un ancrage tradi, parce que je rajoute les grilles direct, je rajoute les sonomatopées, les trames, machin, les speeds, tout ça, quoi. Donc c'est assez chargé. Donc voilà, donc au final, si j'arrive à 10 pages ancrées par semaine, c'est beaucoup, c'est vraiment bien, pour l'instant. Une petite dernière question avant de passer vraiment aux conseils aux jeunes auteurs, etc. J'ai l'impression vraiment qu'en ce moment, enfin 2021-2022, il y a vraiment une nouvelle vague au niveau du manga français. Bah, avec toi, forcément, Shankama, mais on aura aussi Gero qui va sortir Reaper. On a Surya qui, lui, sort Tali en auto-édition. On a Jigito qui va arriver, si je me trompe pas. Enfin bref, il y a vraiment beaucoup une vraie pépinière d'auteurs qui vont arriver. Comment tu ressens cette effervescence d'auteurs français de manga? Ben, c'est cool, ça va un peu renouveler le paysage manga FR, parce que là, quand même, on a une période de creux. En fait, j'arrive d'ailleurs dans une période de creux, parce que je crois que en 2021, bah, je crois j'en ai parlé tout à l'heure, mais je crois que je suis l'une des seules nouveautés. Enfin, si, il y en a sûrement, mais en tête là, comme ça, parmi mes potes auteurs que je fréquente, ben la plupart, oui, c'est des sorties 2022, quoi. Je sais, la dernière grosse vague de manga français, c'était vers 2018, avec Lena, qui annonçait 4 ou 5 nouveaux titres, un truc comme ça. Puis après, voilà, il y a des titres qui sont arrêtés, il y a des titres annulés, il y en a qui se poursuivent, mais à un rythme plus soutenu, il y en a qui sont repoussés, voilà. Et c'est clair que ouais, depuis 2 ans, il y a un petit creux un peu sur les nouveautés, il n'y a pas grand-chose. Là, on arrive même des séries qui se finissent, surtout chez Ankama, en fait, parce que bah il y a Radiant qui se poursuit, mais bon, il y a Double Me, bah, ça c'est fini. Tali chez Ankama, ça c'est fini. Il y a Ogrest, il y a le tome 4 là qui arrive, il y aura encore un tome 5, mais bon, c'est voilà, c'est sur la fin, quoi. Donc ouais, il y avait une sorte de creux dans lequel ben j'arrive, que ce soit pour tous les éditeurs, hein, même Kana et tout.
Et d'ailleurs, ouais, Kana aussi, il prépare, je crois, 4 ou 5 nouveautés pour l'année prochaine, ouais. Dont Sweet Concrete de Senshiro, ouais. Donc ça va être cool pour les prochaines. En fait, voilà, le paysage du manga français va se renouveler, ça va être cool. Du sang frais. Du coup, pour la reprise de tout ce qui est festival, convention et tout, il y aura des nouvelles têtes, ça va être chouette. Ouais, et puis pour les lecteurs et les lectrices, une multitude d'histoires et de mangas à découvrir. Donc, Ouais. Et en plus, c'est beaucoup d'auteurs qui font leur premier projet. C'est beaucoup de nouveaux premiers projets, quoi. Donc, nouvelle génération, des nouvelles têtes. Voilà, des gars de ma génération en plus. Bon, on peut passer à la dernière partie tranquillement. Quand tu parlais de la partie scénario, séquencier, est-ce que tu aurais des conseils de ce côté-là pour les auteurs, que ce soit au niveau de l'organisation ou au niveau du contenu? C'est clair que le scénar, c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Moi, j'ai pas utilisé d'outils particuliers. Juste, je m'inspire de ce que je lis et j'appliquais une démarche un peu, comment dire, pas scientifique, mais je me disais, ok, de quoi a besoin l'histoire? En termes de rythme, il y a besoin de quoi pour que ce soit équilibré? Pour qu'il y ait un peu de tout, il faut que je montre un peu de tout, enfin, les différents groupes de persos, les interactions, etc., les problématiques. Je sais pas si j'ai une procédure à vrai dire. C'est plus par instinct. J'ai pas de technique particulière. Après, il y a plein de bouquins et de tutoriels en français et en anglais aussi. En anglais, c'est quand même cool parce que ça double le nombre de sources possibles. Donc en scénar, je suis pas encore j'ai pas encore assez d'expérience, mine de rien. J'ai scénarisé que 2 tomes, quoi. Bon, après, le troisième tome, je sais ce qu'il y a dedans, mais j'ai pas fait le détail. Donc je saurais pas trop quoi dire. Ensuite, séquencier, c'est une fois que tu as fini ton scénar, tu vois. Euh, c'est pas facile comme exercice parce que il faut que tu arrives à visualiser, à savoir quelle quantité d'infos tu mets dans telle page et savoir faire le choix de parmi toutes tes infos, qu'est-ce qui mérite d'arriver sur une page de droite ou qu'est-ce qui doit être sur une page de gauche, quoi. Et en fait, il faut savoir rythmer les doubles pages, c'est pas facile. Même que ça arrive souvent que j'ai un gros mal de tête à la fin d'une journée où je fais que du séquencier parce que ça te demande de visualiser tes 200 pages dans ta tête comme ça devant un Excel, c'est pas facile, mais c'est cool comme outil. J'ai pas de conseils particuliers pour le scénar. Mais ce qui ressort quand même dans ce que tu dis, c'est de toujours penser au lecteur et à quelle information on va lui faire passer et quelle information mérite d'avoir plus de place. Ouais, ouais, alors je sais pas trop comment le formuler, parce que c'est vraiment à l'instinct. J'ai plein de tomes qui se sont faits, enfin mes tomes 2 et 3, ils se sont faits hyper vite parce que je sais très bien ce que je vais mettre dedans. Mon tome 2, il est assez compliqué parce qu'il y a il y a pas mal d'ellipses et de changements de lieu, d'unité de lieu et d'unité de temps. Mais je savais comment jongler en gros entre les scènes et faire en sorte que voilà, qu'il y ait un peu de tout dans le tome, que ce soit équilibré. Parce qu'en plus, comme j'ai beaucoup de groupes de persos, j'ai à la fois j'ai mes 2 frères, mais j'ai le côté mafieux, j'ai le côté police, j'ai le côté boxe. Donc j'ai au moins 3 groupes de personnages. Il faut à chaque fois que je jongle entre les trois, que je fasse des interactions entre eux, etc., que je monte du quotidien. Et je pense que quand tu fais du scénar, quand tu bloques écrire de quoi a besoin tel personnage ou tel groupe de persos, je pense que ça peut aider. Euh, si tu connais ton fil rouge, si tu pars en termes de besoins psychologiques et moral, c'est plus facile de partir de ça et aboutir aux scènes concrètes plutôt que l'inverse. Donc ça, ouais, ça peut t'aider. Si tu pars du sous-texte, en gros, plutôt que ce qu'il y a voilà, en surface avec le détail des scènes, je pense que ça peut aider. Est-ce que toi, que ça soit autant le dessin, le scénario,
ou la mise en scène? Est-ce que tu as acheté des bouquins? Est-ce que tu as appris ça dans les livres? Est-ce que avec des formations, des vidéos, tu en parlais tout à l'heure? Alors, j'avais acheté un bouquin pour le scénar, ça s'appelait Anatomie du scénario. Alors bon, c'était plus pour le cinéma, tu vois, et les séries de Truby. Enfin, je l'ai lu il y a longtemps. Parce que après, il y avait des petits tutos, mais je l'ai lu genre il y a 5 ans, il y a au moins 5 ans, et je l'ai lu une fois, j'ai rien retenu. Enfin, si, j'ai retenu quelques trucs, tu vois, qui me servent. Mais voilà, tout le monde l'a lu, celui-là, ce truc de John Truby. Après, j'ai pas de. Après, sur Internet, on trouve des tonnes de trucs, des tutos vidéo, des machins, des tips, mais non, j'ai pas vraiment consommé beaucoup de tutoriels. Pour le dessin, encore moins. Pas de bouquin. Enfin, j'avais acheté le bouquin Morpho, que tout le monde a aussi, où c'est juste d'esquisse. En gros, je recopiais du dessin d'observation pour pour l'anatomie et tout, tu vois. Mais en fait, c'était pas terrible parce que je recopiais machin, mais je retenais pas. En fait, j'ai bien plus retenu l'anatomie en regardant des planches de Sunken Rock, parce que là, j'étais captivé par le dessin et parce que c'est un truc que je kiffais, plutôt que en recopiant des trucs pas fous, mais je me disais, bah, faut les recopier pour les recopier. Donc voilà, pour progresser, je dirais toujours aux gens de s'inspirer de ce qu'ils kiffent, d'être attentifs, voilà, aux histoires qu'ils kiffent regarder et lire. Et je pense avec ce genre, avec des trucs qui nous captivent, qu'on est plus attentif et qu'on retient mieux. Pour un jeune auteur qui veut se lancer, qui veut faire du manga français, qu'est-ce que tu lui conseillerais? Est-ce que tu lui conseillerais de faire un one-shot, de le publier sur Internet? Est-ce que tu lui conseillerais d'envoyer directement son dossier d'édition? Est-ce que, comme toi, de créer un réseau? Enfin, par quelle voie tu lui conseillerais de passer? Bon, en fait, faut faire tout ça à la fois. Alors déjà, s'être entraîné sur des one-shots, sur des projets, même s'ils sont pas finis, au pire, tant que tu as fait de la page, tu vois, c'est toujours ça de gagner, quoi. Parce que sur tes premières pages, tu as une grosse marge de progression, et il y aura trop de. Enfin, sur un premier tome, imaginons, en faisant très peu de pages, tu te fasses éditer, ben, tu auras une marge de progression très grande, mais peut-être un peu trop visuellement, tu vois, sur un tome 1, donc ça va pas être top. Mais de toute façon, voilà, pour arriver à un truc qui est au niveau des éditeurs, bah, faut faire des pages, c'est clair. Hein, il y a souvent des gens qui demandent des sortes d'astuces ou de cheat codes, mais il n'y a pas de cheat code. Faut en mode waouh, j'ai pas besoin de faire le taf et ça marche quand même. Tu vois. Non, faut voilà, faire des pages, des petites histoires, trouver n'importe quel prétexte pour faire des pages, s'entraîner, quelques ancrages, pas forcément ancrés, mais au moins faire des storyboards, des crayonnés, des trucs. Voilà, et ton ancrage, tu peux t'entraîner dessus, ben, avec des illustrations, tu vois. Mais au moins au crayonné, c'est important quoi, de faire des histoires. Ensuite, bah, il faut être présent sur les réseaux sociaux, hein, c'est hyper important maintenant. D'autant plus que, bon, contexte de surproduction, tout ça, c'est important de sortir du lot. Et vu que les gens vont moins se renseigner en librairie ou dans les magazines ou les trucs spécialisés, qui restent scotchés sur les réseaux sociaux, bah, c'est là qu'il faut être présent. Donc c'est hyper important les réseaux sociaux, faut pas négliger ça, faut savoir gérer une communauté. Alors il y a pas mal de gens qui se mettent à Twitch aussi, au stream. Donc voilà, faut trouver les outils pour essayer de capter l'attention et mobiliser les gens. C'est hyper important. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu envisagerais, du coup, maintenant que tu es passé en digital, de faire des live Twitch, des sessions ancrage? Ben, je pourrais, mais tu vois là, après j'ai pas forcément envie de montrer des pages qui spoil, tu vois. Enfin ça c'est un parti pris. Il y a des gens qui me montraient des pages, genre Surya il a streamé tout son tome 3. Mais je pense que les gens, ben, une fois qu'ils lisaient le manga, ils ont oublié que telle page, ils l'ont vu en streaming, tu vois. Donc il y en a, ils vont dire, ben, ils calculent pas le fait que c'est été streamé, ça va rien gâcher, tu vois. Mais quand même, tu vois, je me suis dit, je préfère garder la surprise, tu vois, pour pas gâcher le plaisir des gens qui me suivent, parce que, mine de rien, les gens qui te suivent en stream, c'est quand même, ils font partie de ton noyau dur de fans.
Il faut en prendre soin de ce noyau dur, tu vois. Faut pas trop les spoiler parce que même s'ils vont acheter ton tome, même si ils ont tout vu en stream, ils vont l'acheter, ils vont te soutenir. Mais peut-être qu'ils seront moins virulents dans leur réaction, tu vois, s'ils ont déjà vu tout le tome en stream, alors que par rapport à une découverte complètement inédite en tome relié. Donc moi, j'étais plus dans cette optique-là, en me disant, bah, quand je stream, ce sera pour d'illustration ou des trucs qui n'ont rien à voir. Mais pour ce qui est du manga, ouais, je préférais pas. D'autant plus que bon, j'avais pas stream du tome 2 alors que le tome 1 n'était pas sorti. Bah ouais, évidemment. Pour toi, qu'est-ce qui est le plus difficile, du coup, maintenant dans ton métier de mangaka, au niveau de la conception pure? La conception pure, bah, en dehors de la conception, j'allais dire bah, la discipline. La discipline parce que tu bosses seul chez toi et t'as un rythme à tenir et t'as toutes les distractions du monde qui viennent. Alors déjà, t'as des distractions formelles dans le sens, enfin obligatoires. Par rapport à bah, tes mails, à tous les trucs que tu as à gérer, tu vois, les interviews, les machins, les dédicaces, les commissions, même les trucs par rapport à tes rendus. Donc moi, bah, j'ai une couve à rendre, j'ai une commission à rendre, j'ai des dédicaces à rendre là. Donc ça, gérer ça, plus ton planning de pages, enfin, t'as ton rythme à assurer quand même, tu vois. C'est comme si en gros, tu devais rattraper le temps que tu passais sur d'autres trucs sur tes pages, tu vois. Alors que déjà, rien que les pages seules, c'est compliqué, quoi. Et ensuite, bon, bah, dans la conception, bah, les décors, toujours, bah, le dessin, bah, ouais, faut savoir aller à l'essentiel, pas rajouter trop de trucs, mais en même temps, faut faire un dessin propre. Enfin, c'est très compliqué parce que faut faire un truc bien léché pour que les lecteurs soient contents, mais en même temps, faut aller vite, tu vois. Et donc, faut que tu repères les endroits où tu peux gagner du temps, où tu peux essayer de gratter. Si tu grattes 10 minutes sur une case, c'est déjà une petite victoire, tu vois. Parce que mine de rien, sur ton tome, ça va jouer. Donc faut être malin. Et puis ensuite, bah ouais, sur l'histoire, bah, je me dis, maintenant que c'est sorti, là, sur les tomes qui suivent, va falloir vite trouver les idées. Pareil, quand tu as des nouveaux persos ou des nouveaux designs qui arrivent, bah, les designs définitifs, va falloir les mettre sur le papier vite. Tu vois, parce que des fois, il y a des designs, tu peux bloquer des mois durant dessus, et t'arrives pas, tu vois, à trouver le design final jusqu'au jour J où bah, ça y est, faut que tu le mettes sur ta page, tu vois. Donc t'es là en mode, oh putain, on est en live, faut le faire, tu vois. Donc ouais, bah, il y a ça à gérer. Ensuite, bah, t'as pareil avec le scénario. Il y a des moments où t'es inspiré. Moi, pour mon tome 3, ça allait direct. Pour mon tome 4, c'est un peu plus flou déjà pour mon scénario, parce que c'est un début d'un nouvel arc, disons. Donc là, les possibilités, elles sont multiples. Donc, savoir se canaliser, trouver la bonne voie, enfin aller dans la bonne voie, tout ça, c'est pas évident. Enfin voilà, toutes les contraintes. Enfin, quelques contraintes parmi tant d'autres que j'ai. On imagine. Est-ce que, vu que c'est ton premier manga et ta première sortie, est-ce que tu appréhendes le retour des lecteurs? Ou est-ce qu'au contraire, tu sais que ça va aller tout seul? Ah, bah en fait, j'ai déjà des retours là. Pour l'instant, j'ai beaucoup de retours très positifs, assez élogieux. Je dirais que bah, dans l'ensemble, après, ouais, dans l'ensemble, bah, les gens sont satisfaits du tome. Ils trouvent ça cool et ils ont hâte de voir le tome 2. Donc ça me rassure, disons. Voire même que j'ai eu des bons retours aussi parmi voilà, certains auteurs et aussi artistes amateurs, sachant que les artistes amateurs, enfin, tu sais, auteurs semi-pro, souvent c'est les plus durs un peu en termes de critique, tu vois. Parce que souvent, bon, après, c'est pas qu'il y a forcément des bails d'ego et tout, mais voilà, c'est plus taquin et plus sans pitié, tu vois. Mais non, de ce type de population, bah, j'ai eu plein de bons retours aussi, donc non, franchement, c'est cool. Les gens, si les gens ont passé un bon moment dessus, bah, c'est l'essentiel. Moi, je suis content, ça me rassure. Euh, et, euh, et voilà, bah, de toute façon, j'étais déjà assez confiant de mon titre, de mon tome 1. Et bah, les réactions que j'ai eues, ça a juste confirmé bah, le ressenti que j'avais, quoi. Après, voilà.
voilà, et maintenant je suis à fond sur le tome 2, et j'espère que le tome 2, que ça va leur plaire encore plus, que ça va pas genre décevoir certains, parce qu'après, à la fin du tome 1, je me dis, est-ce que voilà, quelles vont être les attentes du lectorat? Est-ce qu'ils vont s'attendre à ce que tu explores plus une facette de ton histoire plutôt qu'une autre? Alors du coup, la facette qu'ils souhaitent voir, ça va peut-être pas être celle qu'ils vont voir en majorité, enfin en priorité dans le tome qui suit, tu vois. Donc j'espère que il y aura pas de déception ou des trucs comme ça, tu vois. Mais je fais toujours en sorte que ce soit équilibré et qu'il y ait de tout, voilà. Il y ait les bails de mafia, tu vois. Enfin, les bails d'histoire policière, un peu, et les bails fantastiques. J'essaie toujours de garder ça, quoi. Tu parlais justement du manga amateur ou semi-pro. Est-ce que tu suis un peu ce milieu-là, ce qui se fait, des auteurs en particulier? Ouais, un peu, ouais. Après, pas énormément. Je passe pas beaucoup de temps. Je passe même pas trop de temps sur Manga Draft et tout. J'ai pas le temps. En fait, pas vraiment. C'est vraiment, voilà, les quelques contraintes que j'ai. Enfin, les quelques occasions que j'ai plutôt. Mais ouais, j'ai pas trop le temps de faire une sorte de veille de tout ce qui se fait en manga amateur. Alors, ouais, je sais, il y a le Keep on Dream. Je connais quelques artistes qui ont sorti des tomes en auto-édition. Par exemple, Mimo, qui en plus m'a fait un super fan art aujourd'hui en live sur Twitch. Donc c'est top. Après, voilà, d'autres auteurs qui ont sorti des trucs voilà, en auto-édition comme ça, leur petit tome. Après, moi, la veille, c'est surtout au niveau des auteurs édités. Enfin, je me renseigne, tu vois. Après, oui, bien sûr, je regarde au niveau des. Si, parmi, en fait, c'est les artistes dont le style m'intéresse vraiment, bah ouais, je les suis sur les réseaux. Et puis, j'attends de voir quand est-ce que ils feront un dossier, ou quand ils testent, quand ils font des concours, tout ça. Les projets qui sortent, tu vois. Je pensais à Toine, par exemple. Ah oui, avec Imago. Voilà, avec Imago et tout, qui a remporté le concours de Magic et tout, tu vois, qui a son chapitre dans le Jump Plus, je sais plus, Ouais, un truc ouais, comme ça, ouais. tu vois. C'est hyper stylé, ça. D'ailleurs, petit passage promo, mais il y a une interview du coup de Toan et Seldon dans le blog du Keepon, pour ceux qui veulent aller regarder. Ah, cool, j'irai écouter. Donc, ouais, voilà le genre de. Voilà ce que je sais à peu près du milieu. On a justement, tu parlais de réseau, on a une question dans le chat qui est liée au réseau. Comment on crée sa communauté en partant de rien? Est-ce que toi, ça a été ton cas ou pas du tout? Est-ce que tu avais déjà, comme tu le disais tout à l'heure, un petit réseau ou des connexions? Mon réseau, il partait de rien aussi. Il partait de zéro. Moi, à la base, quand j'ai créé mon réseau, j'avais aucun pote dessinateur, aucun pote artiste, je connaissais personne. Ça a commencé avec un contact, juste celui de Tony Valente sur Facebook, à l'époque où il avait encore la dispo. Et c'est allé un par un. C'était vraiment, j'aurais fait boule de neige. Genre, j'ai rencontré d'abord un artiste, je l'ai suivi. Et alors, aussi, à l'époque, sur Facebook, quand t'as un pote qui likait les dessins d'un autre, ça s'affichait sur ton mur, un peu comme sur Twitter, tu vois. Du coup, là, je découvre d'autres artistes. Je me dis, ah, c'est trop bien et tout. Donc, je prends contact, tu vois. Il y en a certains avec qui je sympathise. En tout cas, genre, ils m'acceptent en ami sur Facebook, sur les réseaux. Et moi, je commence à dessiner un peu plus, donc je montre ce que je fais. Et parfois, il y a une petite ambiance ou un truc qui ressort de mes pages, tu vois, qui leur plaît, donc ils m'encouragent, etc. Et puis, voilà, avec le temps, je découvre de plus en plus de monde que je rajoute. Enfin, voilà, certains que je contacte sur les réseaux, puis ensuite je les rencontre en vrai. J'arrive avec mon petit lutin, avec mes feuilles A4, avec mes dessins dedans pour demander, montrer aux gens, avoir des avis, machin, etc. Puis avoir voilà, des retours, des avis, des encouragements, tout ça. Ouais, faut être très entreprenant pour se faire son réseau. Faut y aller, quoi. Après, aujourd'hui, sans les rencontres physiques, il faut dessiner, tu vois, tu fais tes dessins, tu postes, tu peux profiter des hashtags, etc. Il suffit que en plus, maintenant, il y a beaucoup de serveurs Discord et de trucs communautaires.
Donc c'est facile, il suffit que tu rejoignes un serveur Discord de dessin et voilà, tu montres ce que tu fais, tu partages, tu vas sympathiser avec des gens et tout, et puis après tu vas créer tes propres réseaux, tu vois? Donc ils vont suivre, ils vont liker machin, tu vas partager, faut regarder les hashtags, tu peux faire du fan art, au début, pour t'aider. Enfin il y a plein de trucs à faire. Il y a plein de trucs à faire. Juste faut y aller. Mais voilà, il y a pas de cheat code. Faut faire les choses. Bah, c'est super, on arrive à la fin de cette interview. Est-ce que toi, il y a un sujet sur lequel tu aimerais revenir sur l'interview? Ouais, peut-être, concernant les conseils aux jeunes, Ouais, pour ceux qui veulent se lancer. Alors c'est sûr, donc il y a donc j'avais parlé des conseils pour le dossier. Déjà aussi, faut avoir un regard critique sur, c'est quoi le marché? C'est quoi les règles du jeu? Et qu'est-ce que moi j'ai à proposer? Dans ce marché? Genre c'est quoi mon niveau par rapport à ce qui se fait? Genre je me situe où? Si, je me situe, en dessous de ce qui sort, des titres machin, ça va être compliqué. Parce que maintenant, bon, en plus plus le temps passe, plus là on commence à avoir des générations un peu plus jeunes d'auteurs, donc enfin ma génération, qui ont consommé plus de mangas, qui ont encore mieux digéré les codes et qui ont des niveaux encore meilleurs. Et du coup, le niveau global du manga français, il monte. Donc, faut savoir, bah, faut être capable de s'aligner sur ce niveau-là, quoi. Donc, je pense la nouvelle référence de base, bah, ça va être le niveau de mon tome 1, enfin mon dossier, Senshiro Access Concrete et Gero. Ça peut représenter une sorte d'étalon de c'est quoi, auquel niveau qu'il faut viser pour du manga français. Et donc, faut être conscient du niveau qu'on a et savoir bah, c'est quoi notre place dans le milieu. Moi, quand j'ai commencé mon dossier, je voyais ce qu'il y avait et je me suis dit, enfin, moi, j'étais confiant dans mon style, dans le niveau que j'avais, de ce que j'avais à proposer, quoi. J'étais sûr que j'allais faire pas forcément la différence, mais que j'avais ma place là-dedans. J'allais pas faire le vilain petit canard qui a l'air un peu en dessous et qui rentre, qui arrive au rattrapage, quoi. Donc ça, faut en être conscient, il faut savoir ce qui marche. C'est quoi voilà, les règles du jeu parce que savoir ce qui plaît au lecteur et jouer sur ça. Parce que si tu pars sur ton histoire part sur des thèmes ou un univers ou des trucs qui sont pas très marketing ou pas hyper accrocheurs ou un peu laborieux, ça va pas le faire. Faut être très malin dans le choix de son histoire, à connaissance de son niveau et tout. Ensuite, en dehors de ça, autre conseil pour les jeunes qui se lancent, je leur dirais de faire autre chose que du dessin et du jeu vidéo dans leur vie. Sortez, faites des trucs, ayez une passion pour d'autres machins qui peuvent vous servir. Pratiquer un sport, se passionner pour tel domaine qui a rien à voir, parce que ça va vous rajouter, va rajouter une plus-value, un truc que vous pouvez disperser dans vos tomes et qui feront authentiques. Même la cuisine, n'importe quoi. Genre, par exemple, dans Sunken Rock, à n'importe quel moment, quand tu as des interactions un peu plus calmes entre les persos, bah, ils vont au resto et là, le héros, enfin, t'as les persos qui racontent des anecdotes en mode où ils font découvrir un plat, tu vois. Et en fait, c'est des vrais plats, tu vois. Il explique comment ça fonctionne, machin. Et ça donne du contenu, ça donne de la consistance, de la densité à l'œuvre, tu vois, qui est du savoir ou des trucs, tu vois. Moi, j'ai essayé de faire ça avec ben, d'autres domaines que je connais. Et c'est important, voilà, faut faire des choses, faut vivre des trucs. Faut rater des trucs aussi, faut tirer des enseignements de la vie avec plein de choses. Faut aussi ce que je conseillerais, ce serait bah, mine de rien de s'intéresser à la philosophie. Je pense quand même que c'est important. Si on veut pas faire une histoire trop terre à terre, je pense que c'est un vrai gain. En plus, la philosophie, c'est l'art de la nuance et de la réflexion. Et, euh, et je pense que quand tu es auteur, il faut
Alors, j'ai dit avec mes termes, mais t'es censé captiver les gens, captiver le lecteur, les inspirer, donc c'est comme si tu devais avoir une sorte de longueur d'avance un peu sur eux. Pas forcément être plus malin, être plus intelligent, mais savoir les devancer, les gruger sur certains domaines, et du coup, faut que tu explores des réflexions dans la pensée, des trucs qui sont pas forcément évidents, quoi. Et c'est pour ça que c'est important. En général, il faut que dans tes persos lambda, dans ton histoire, il faut pas qu'il soit plus con que ton lectorat, tu vois. Il faut que ton lectorat il se mette à la place de n'importe quel perso lambda, et tu vois. Et dans ton histoire, tu as des persos qui sont un peu plus intelligents, un peu plus perchés, ou qui ont plus d'enseignements à tirer, quoi. Et pour se mettre à la place de ces persos-là, ben, il faut creuser un peu ce que c'est que la pensée, l'esprit, enfin, l'esprit critique, etc., quoi. Faut creuser dans des thèmes, des trucs qui te font réfléchir, pas comme la nuance. En plus, c'est pas forcément avoir des réponses toutes faites, c'est vraiment chercher à creuser, quoi. Enfin, c'est une digression que je fais, mais ouais, je trouvais ça important. Combien de fois dans un manga, on est fasciné par un perso qui dit un truc qui a l'air à contresens, tu vois. Donc il y a un perso qui va le reprendre, tu te dis mais qu'est-ce que tu racontes, c'est pas logique ce que tu dis. Et là, le perso qui te sort un monologue et qui te retourne le cerveau et qui est en mode ah ouais putain, j'y avais pas pensé, ou à cette vision du monde, ou enfin voilà, c'est le genre de conseil qu'on n'entend pas souvent. Euh, pour la BD, enfin, quand on demande des conseils, on reste toujours dans l'univers du dessin et du scénario, tu vois, sans parler de avec quoi on fait cette consistance, tu vois, parce que c'est bien la méthode, c'est cool, mais encore faut-il avoir des choses à raconter, tu vois. Si t'as pas les ingrédients, c'est bien d'avoir une technique, tu vois, mais si t'as pas déjà les ingrédients pour faire ton truc, c'est pas terrible, quoi. Donc pour toi, pour faire vivre des personnages, il faut quand même avoir une petite connaissance et s'intéresser un peu à l'être humain, tout simplement. Oui, il faut être curieux, parce qu'en plus, enfin, la BD, quand on fait une BD, on raconte la vie, et c'est encore plus important enfin, plus important, c'est une autre contrainte, mais quand tu fais un gars qui se passe dans notre monde à nous, tu vois. Genre, c'est quand tu montres que tu as de la recherche, que tu as fouillé sur plein de trucs, les lecteurs, ils apprécient, tu vois. Et en fait, quand tu es auteur de BD, tu dois t'intéresser à tout, tu vois. Rien que, par exemple, je fais mon décor de ville, tu vois. Une ville, c'est fait comment? Faut que tu te poses la question, tu vois. Genre, tu te dis, ok, t'as des ruelles, t'as des grands carrefours, machin. Ok, c'est quoi les objets que tu trouves, tu vois? T'as ton piéton, tes poteaux, t'as ton feu rouge, t'as tes feux pour la signalisation, t'as tes panneaux stop, tes bancs de stationnement. Ensuite, les commerces, tu vois, ça marche comment? C'est quoi les commerces qui s'enchaînent? Est-ce que t'as que des pharmacies et des kebabs, ou t'as d'autres trucs, tu vois? Est-ce qu'il y a une logique dans le placement des commerces entre eux? Tout ça, enfin, faut s'intéresser à tout ce que tu vois, faut s'intéresser au fonctionnement, tu vois? Genre, quand ton perso, il fait du vélo, c'est quoi la démarche, tu vois? Euh, quand on... Là, il y a une scène de course-poursuite dans mon truc, tu vois. Du coup, ok, pour faire un dérapage dans ce sens-là, il faut appuyer sur quelle gâchette, il faut tourner le guidon dans quel sens, etc. Ou quand je fais une scène qui se passe en forêt, une forêt, c'est pas forcément un terrain plat avec des buissons et des arbres, tu vois. Non, c'est du relief. Une forêt, il y a plein de trucs, tu vois. En fait, il faut que tu t'intéresses, tu dois forcément être hyper curieux, il faut que tu t'intéresses à tout, tu vois. Et si tu t'intéresses à rien et que t'es pas plus cultivé ou curieux que n'importe quel lecteur, tu vois, tu vas impressionner qui? Tu vois, enfin, ça va être plus compliqué. Enfin, voilà, c'est un point de vue. Je sais pas si la forme est là, mais c'est un truc dont j'entends pas souvent assez parler, et que je trouvais important. Voilà. D'autant plus que c'est important l'art de la nuance, parce que j'avais compris dans le manga français. Alors ça, c'est d'après une prof japonaise à l'EMA, c'est que les auteurs, ils font beaucoup de projets qui ont des thématiques globales, tu vois. Contrairement aux japonais où c'est des thèmes plus personnels, tu vois.
Donc là, ça parle en France, les gens aiment bien traiter de sujets plus globaux, tu vois. Après, bon, dans ce genre de sujet, dans le mille, et trucs genre l'écologie, le racisme, nanani, nanana. Après, voilà, il faut s'intéresser à toute la nuance et la complexité de ces sujets, tu vois, pour pas que ça parte dans de la démagogie un peu facile, quoi. Bien sûr. Voilà pour mes conseils, grosso modo. Non, mais on a bien compris que chez toi aussi, ça partait du personnel, du conflit personnel, que ce soit dans l'histoire, dans le personnage, etc., pour arriver au général derrière, thème, etc., comme on a dit tout à l'heure. Donc c'est plutôt que l'inverse, comme tu disais, pour pas être dans des clichés. Donc c'est super. D'ailleurs, il y a déjà eu là avec Aya Luna, mais ensuite il y aura cet été sur YouTube des petits extraits de ces podcasts, donc de tes conseils aussi qu'on mettra sur YouTube en version courte pour les gens. Donc c'est sûr que qu'on mettra ce genre de passage. Moi, si tu veux, j'ai une dernière question et puis après on sera bon. Ouais. Alors la dernière, elle est très simple. Est-ce que tu as un mot pour tes lecteurs, pour tes futurs lecteurs peut-être? Un dernier mot? Ok, un mot pour mes lecteurs. Merci pour le soutien. C'est grâce à vous que j'aurai peut-être la chance de faire plus que 5 tomes et de faire la fin que j'aimerais faire. Enfin, de poursuivre l'histoire telle que j'aimerais. Merci aux futurs lecteurs, voilà, pour ceux qui... n'hésitez pas à soutenir si vous êtes curieux. En plus, voilà, c'est... quasiment, j'ai quasiment que des retours positifs, en fait, à vrai dire. En même temps, les gens, pour les retours négatifs, ils vont pas se ruer, à vrai dire, de toute façon, de manière générale, mais... Non, voilà, je suis reconnaissant envers les gens qui soutiennent. Moi, ça me donne beaucoup de courage. Ça m'aide ça me donne de la force pour continuer. Et voilà, je pense, voilà, j'y mets beaucoup de cœur et de tripes. Donc, je pense que les gens seront sensibles à ça. Voilà, après, j'ai pas envie de survendre mon projet. Voilà, ils sont libres. Ouais. Bon, super, écoute, merci beaucoup franchement d'avoir accepté Il n'y a l'invitation, pas de quoi. puis d'avoir répondu à nos questions. C'était franchement super. J'espère que tu as apprécié aussi l'interview et ce petit échange, et avec les lecteurs aussi. Non, franchement cool, hein. C'était chill. C'est l'esprit. En tout cas, merci beaucoup, Zed, vraiment d'avoir accepté l'invitation et répondu à mes questions. Je t'en prie. C'était un vrai plaisir. Pareil. Et puis, hâte de voir comment est réceptionné Space Punch, même si ça marche très très bien déjà à la sortie sur les réseaux, on voit que ça envoie. Et puis, bon courage pour le tome 2, du coup. Yes. Merci beaucoup, et puis, à bientôt pour le tome 2. Ciao. Et voilà, vous êtes arrivés à la fin de ce Keep on Talk, le podcast du collectif Keep on Dream. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode, j'espère que l'interview vous a plu et que vous avez appris plein de choses. Si vous aimez notre podcast, abonnez-vous et partagez-le sur les réseaux sociaux, ça va beaucoup nous aider. Tiens d'ailleurs, identifiez-nous et dites-nous qui vous aimeriez voir en tant qu'invité. Et si jamais d'ailleurs vous voulez participer à l'enregistrement des épisodes et poser vos questions à nos invités, rendez-vous sur la chaîne Twitch du Keep on Dream. A très bientôt, je suis impatient de lire vos propositions, de vous retrouver directement sur Twitch ou sur un prochain épisode. C'était Keops pour le Keep on Talk.